Que si tu savais ce qui va t'arriver, personne ne ferait entrepreneur, hein. Tout le monde ferait salarié au chaud dans une boîte confortable, avec un patron ou une patronne sympathique. Combien de temps tu t'accroches, tu vois? À partir de quand ça devient débile? C'était méga dur. À beau être fort, avec une grosse volonté, tout ce que tu veux. La réalité, c'est que tu fais dans ton pantalon comme tout le monde et tu pleures dans ton lit le soir. Vous n'êtes pas dans une famille, vous êtes dans une équipe de sport. On ne choisit pas les membres de sa famille. Par contre, dans une équipe de sport, on choisit qui joue arrière, qui joue ailier, qui joue avant, quoi. C'est pareil dans une entreprise. C'est moi qui ai fait le produit, c'est moi qui l'ai construit, tu vois. Et ça, c'est de la drogue, c'est de l'héroïne, quoi. Il y a eu un moment donné où on pouvait la revendre, cette entreprise, et on avait la possibilité de la revendre entre 40 et 50 millions d'euros. Tu gagnais combien? J'étais mieux payé à 27 ans qu'aujourd'hui. Je gagnais... Bienvenue dans À poil et sans filet, le podcast qui met à nu les leaders d'aujourd'hui pour comprendre qui ils sont vraiment. Chaque semaine, je vous partage mes conversations dénudées avec des dirigeants ou des dirigeantes qui m'inspirent. Je suis convaincu que la vulnérabilité est le super pouvoir du leadership et que c'est en comprenant le dessous des cartes qu'on progresse vraiment. Merci à tous pour vos messages d'encouragement et de vous abonner chaque semaine plus nombreux, des centaines à chaque épisode. C'est hyper valorisant pour le travail que je mène. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Ça nous aide énormément. Merci. Mais avant ça, j'aimerais remercier mon partenaire Magma. C'est une newsletter business qui est propulsée tous les vendredis par Orso Media. J'adore Magma parce que elle me permet d'avoir des nouvelles idées de business ou de détecter des tendances de marché. Par exemple, ils proposent des idées de startups qui ont cartonné à l'étranger que vous pouvez lancer en France ou vont te donner des analyses concrètes, précises, détaillées d'un nouveau marché en explosion en ce moment. Et puis plein d'autres rubriques qui parlent de tech et d'innovation. Voilà, Magma, c'est aussi une communauté avec des WhatsApp très actifs que vous pouvez retrouver pour vous entraider, pour recruter, pour tester des nouveaux produits, pour lancer votre startup. Voilà, donc il y a une vraie entraide et beaucoup de communication sur le groupe. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis surtout, c'est plus de 1500 abonnés payants aujourd'hui, avec plus de 230 éditions qui sont sorties, des centaines de sujets traités, plus de 700 je crois. Et puis surtout, des lecteurs qui sont des entrepreneurs ou des investisseurs reconnus, comme Xavier Niel, comme Jean de la Roche-Brochard ou comme Mathieu Stéphanie. Donc voilà, si vous voulez les rejoindre, Magma, vous pouvez utiliser mon code qui s'appelle Bootstrap50, donc BOOTSTRAP 50, Bootstrap 50, pour vous abonner à la newsletter Magma. N'hésitez pas et à bientôt. Et comment t'as tenu? Parce que donc Emeric me racontait que une de ses dernières interviews en français, parce qu'il fait beaucoup d'interviews en anglais lui, Ouais. c'était une interview qui a duré 5 heures. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous à raconter pendant 5 heures? Qu'est-ce que tu racontes pendant 5 heures? Mais en fait, quand les hosts rebondissent tout le temps et sont capables de te faire cracher la valda, tu peux parler 5 heures sans problème, hein. Mais à la fin, tu te mets à pleurer d'épuisement, tu racontes que ta maman t'a pas donné un goûter quand t'avais 7 ans. Non. Ah, déjà, on a une différence, toi et moi, c'est que j'ai 20 ans de vie de plus que toi, donc j'ai vachement plus d'histoires à raconter. J'y arriverai, hein, j'espère. À 52 piges, t'as vachement d'histoires à raconter, quand t'as un peu rempli ta vie de trucs, quoi. Donc quand on te relance sur des trucs, t'as dit ah oui, Ah oui, ça me rappelle 1987. Et t'es reparti pour un tour. Ok, bah écoute, aujourd'hui je pense qu'on va plutôt faire 1h30, mais C'est bien. mais je pense que ce sera déjà pas mal. J'ai pas 5 heures devant moi. Ah, c'est ça ça, va moi le non faire. plus, donc c'est parfait. Écoute, je suis très content de te recevoir, parce qu'on se connaît bien, tu m'as même coaché ces derniers mois dans les différentes aventures que j'ai vécues. On s'est rencontrés au Club Bootstrap. Donc c'est un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui, Emeric. Très content d'être là et très sympa de te revoir aussi. Et du coup, je te pose la question que je pose à tous mes invités. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti à poil et sans filet? Tu m'as demandé de me préparer à cette question hier, donc j'ai beaucoup réfléchi. Oh non, j'ai pas beaucoup réfléchi. Je me suis pas senti à poil et sans filet quand j'ai démarré, parce que je pense que quand tu démarres une aventure entrepreneuriale, t'es aveuglé par des croyances folles, de choses qui n'arriveront jamais, mais dans lesquelles tu es persuadé. Donc tu ne te rends pas compte de ce dans quoi tu mets les pieds. Tu es insouciant? Totalement insouciant, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, parce que si tu savais ce qui va t'arriver, personne ne ferait entrepreneur, hein. Tout le monde ferait salarié au chaud dans une boîte confortable, avec un patron ou une patronne sympathique. Donc c'est pas au début, c'est pas maintenant, et c'est plus depuis 2015.
C'est plus depuis qu'on a passé l'équilibre, qu'on a une sécurité financière, qu'on a un matelas de trésorerie qui fait que je dors très bien la nuit, ou alors si je ne dors pas bien, c'est pas à cause de problèmes liés à l'entreprise. Euh, et j'ai plus l'impression d'être à poil et sans filet parce que j'ai de la sécurité. Si une merde se passe, j'ai de quoi assumer la merde, j'ai de quoi la payer, j'ai de quoi retourner, j'ai de quoi pivoter, j'ai de quoi tout ce que tu veux. Mais même si notre marché disparaissait, on aurait de quoi se dire, ok, ça serait très dur, mais on garde un tiers des gens, on essaye complètement autre chose, on a 6 mois et on pourrait se réinventer. Donc quand tu es arrivé à ce niveau de confort, de momentum d'équipe et de talent et de cash à la banque, bah, tu te sens plus jamais sans filet, parce que tu as un filet. Et j'ai vraiment l'impression d'en avoir un. Et encore moins à poil. Mais pour situer, donc là aujourd'hui vous êtes 200 personnes avec le rachat de Mention qui est arrivé hier, Ouais. dont on va parler un petit peu plus tard. Breaking news. Breaking news, donc restez pour écouter cette histoire incroyable. Et vous faites combien de chiffres d'affaires en ARR du coup? On fait 25 millions. 25 millions. Et donc aujourd'hui en trésorerie, tu dirais que tu as 6 mois d'avance? C'est ça, 6 mois de cash burn, c'est-à-dire si vous faites 0, tu tiens 6 mois, c'est ça? 9 millions. 9 millions de trésor, d'accord. Donc ça correspond à 6 mois de coûts. À peu près, Mm. ouais. Après tes revenus ne tombent jamais à zéro du jour au lendemain, même quand tu as une grosse difficulté. Donc quand le Covid est arrivé, je regardais la trésor, j'ai dit, si on avait zéro demain, on peut faire ça. Sauf que zéro demain, c'est aussi improbable que x2 demain, quoi. Donc avec 9 millions, on est très à l'aise. Alors, évidemment, on ne va pas utiliser cet argent pour faire n'importe quoi, on l'utilise pour faire des acquisitions et pour grandir et pour continuer à avancer. Mais ça te donne cette sérénité de pas être sans filet et aussi pas être à poil, parce que à poil pour moi c'est quand tu as l'impression de pas savoir où tu vas, quand t'es perdu, quand tu es dans un long tunnel noir et que tu vois pas la sortie, ça c'est à poil. Et sans filet, c'est si je trouve pas la sortie, je vais mourir de faim. J'ai pas un filet de nourriture dans mon sac à dos, quoi. Et donc, pareil, à poil, tu t'en rends pas compte au début que t'es à poil. Ah, ça, c'est sûr. Au début, t'es complètement à poil. Mais tu t'en rends pas compte parce que t'as tout un tas de certitudes idiotes qui vont finir par tomber les unes après les autres. Et quand t'as acquis ce niveau où tu sais à peu près où t'es, tu comprends ton marché, tu comprends ton produit, tu comprends tes challenges, c'est aller à l'international, c'est monter up market, c'est peu importe le challenge que tu as, mais tu sais ce que tu as à tacler. Là, tu te sens plus à poil. Alors, tu te sens peut-être parfois pas assez habillé, donc il faut que tu ailles trouver quels sont les habits qui te manquent ou quels sont les gens qui vont t'amener les habits qui te manquent, mais tu perds cette impression d'être incapable. Enfin, c'est comme ça que je traduirais le à poil, moi, tu vois. Pour moi, à poil, c'est je sais pas quoi faire. Je sais pas où je suis, je sais pas quoi faire. Et là où je me suis senti comme ça, c'était vraiment pendant les très longues années de traversée du désert entre 2002 et 2014, 2015, où Ah bah c'est long quand même. ouais, c'est long parce que ça a été plusieurs boîtes et plusieurs pivots qui ont successivement Avant Agorapulse. ouais, qui ont successivement pas réussi. Et à chaque fois, t'en réessayais un nouveau et il marchait pas. Et t'en réessayais un nouveau et il marchait pas. Alors, les pivots étaient plus ou moins imposants et importants. Parfois, c'était juste des petits changements de positionnement. Et parfois, c'était des changements complets de produits et de modèles et de distribution. Et pendant ces années-là où je n'avais pas de matelas, donc je n'avais pas de filet, et je ne savais pas si le dernier pivot que j'avais décidé dans lesquels j'avais décidé de m'embarquer allait fonctionner. Là, tu te sens complètement à poil parce que tu as déjà échoué 2 fois, donc tu sais que t'es pas un génie des Carpates qui invente les go-to-market en te levant le matin, que souvent tu te trompes et que peut-être là tu te trompes encore et que celui-là, si tu te trompes encore, t'es pas sûr que tu vas t'en relever. Bon, après, l'être humain est très résilient, donc souvent tu t'en relèves avec quelques égratignures ça et là et quelques cicatrices. Mais à ces moments-là, je me sentais complètement à poil et complètement sans filet. Et je vais pas te mentir, c'était méga dur. C'est-à-dire que euh, t'as beau être un mec fort avec une grosse volonté, tout ce que tu veux, la réalité c'est que tu fais dans ton pantalon comme tout le monde et tu pleures dans ton lit le soir, quoi. C'est sûr que pour être entrepreneur, il faut un petit peu écouter la devise Shadok. Plus tu rates, plus tu as chance de réussir. Faut quand même croire un petit peu à ça à la fin, quoi. Ouais, absolument. Et aussi être conscient et accepter, c'est le truc probablement le plus difficile à mon avis, c'est que tu peux ne jamais réussir. C'est clair. Et alors, parce que du coup, ça, donc,
j'ai envie de rebondir sur deux choses. La première, c'est j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se sentent pas en sécurité, donc se sentent toujours à poil tant qu'ils n'ont pas notamment fait un exit, tu vois, partiel ou complet. Donc ils ont revendu une bonne partie de leur part, ils ont fait du cash pour eux en perso, tu vois. Ouais. Toi, est-ce que c'est ton cas? Et est-ce que ça a eu un impact? Ou est-ce que tu dirais qu'en fait, simplement comme ce que tu as expliqué, le fait d'avoir passé un cap de maturité, d'avoir beaucoup de trésor devant toi, etc., de te dire que la boîte, elle peut pas crever comme ça en claquant des doigts, ça te suffit? Alors, j'ai fait du secondaire en 2019, j'ai pris 2,5 millions de secondaire. Et clairement, pour ceux qui nous écoutent, ça m'a fait payer 850 000 euros d'impôts. Donc j'ai payé l'école maternelle de tous vos enfants. Merci, Émeric. Voilà. Ça m'a permis d'acheter une maison que j'avais pas à 47 ans. Et clairement, avoir acheté ta maison, ça te donne une petite sérénité. C'est la sérénité de si jamais ça part en couille, je me retrouve pas à poil. Donc ça m'a donné un filet personnel. J'ai un filet professionnel avec l'entreprise qui fonctionne et sa trésor, et j'ai un filet personnel avec, je me suis acheté une maison. Évidemment, j'ai pas envie que ça parte en couille et que ça disparaisse et que ça parte en fumée. Et je ne pense pas que ce soit une possibilité qui mérite de s'en inquiéter. Mais le fait d'avoir un peu d'argent, enfin même beaucoup d'argent, est très apaisant. Voilà, c'est apaisant. Tu vois. Il y a un stress en moins, c'est sûr, on va pas se mentir. Mais je pense que cet effet apaisant de l'argent, il est absolument pas linéaire. C'est-à-dire que là, j'ai pris le truc le plus apaisant. Tu prends 1,8 million après impôt, ça t'enlève la peur d'être pauvre. Et je pense que ce premier 1,5 million t'enlève la peur d'être pauvre. Et que j'ai toujours eu avant. J'avais peur de finir dans la rue. Enfin, pourquoi? c'est une peur animale. Enfin, c'est une peur. Tout le monde n'a pas cette peur, tu vois. Il y a des gens, ils se disent parce que tu vois, ils ont une famille qui a de l'argent ou parce que sais-je, tu vois, ils ont confiance en eux sur la capacité à créer de l'argent. Ils peuvent se dire, je serai jamais pauvre, tu vois. Je pense que ça, c'est le 1 pour 1 million. Je pense que la majorité des entrepreneurs ont peur. Je me souviens d'une interview d'Elon Musk qui disait qu'il avait peur. Si même lui a peur, alors on a tous peur. Enfin, pas se raconter d'histoire. Alors, il y a peut-être des gens qui show off plus que les autres. Et il y a peut-être des gens incroyables, comme les gens qui ne sentent pas la douleur quand ils posent leurs mains sur une plaque électrique, et qui ne ressentent pas la peur. Mais je pense que c'est ultra minoritaire. Et à la limite, c'est pas une mauvaise chose d'avoir peur, parce que c'est un moteur, la peur. Pour moi, c'est un moteur énorme. Je peux pas perdre, j'ai peur de perdre, donc je peux pas perdre, donc je vais tout faire pour pas perdre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut pas le regarder comme quelque chose d'épouvantable. Ça devient difficile quand ça monte tellement en gamme que ça devient anxiogène. Si c'est un bon niveau de peur, c'est-à-dire le niveau de peur qui fait que je peux pas perdre, il faut vraiment que je gagne, sinon c'est la merde. Ça, c'est positif. Si ça devient handicapant tellement ça t'empêche de respirer, de te lever le matin et que tu commences à ressentir des boules dans l'estomac et tout ça, là, effectivement, il y a un problème, quoi. Et en même temps, tu vois, 1,5 million, je comprends ce que tu dis, et puis ça paraît peut-être énorme pour certains de nos auditeurs, mais tu vois, moi je me suis toujours dit que j'aimerais bien, que mon objectif financier, ce serait d'avoir 10 000 euros par mois net à vie. Tu vois, c'est à partir de là, parce que je pense que si l'argent, ça peut être un combat où le combat dit toujours plus, et du coup, t'es jamais apaisé, t'es jamais heureux. D'ailleurs, il y a plein de patrons qui ont dû, pour le coup, des dizaines de millions. Et en fait, ils sont pas heureux, voire ils font une dépression après. Et ils sont pas heureux, bah, il y en a plein, tu vois, et qui sont contents seulement après avoir relancé une boîte et retrouvé le drive, la passion, être reparti à zéro, etc. Et donc, enfin, tu vois, 10 000, je prends un exemple de 10 000 euros par mois net, mais parce que quand tu vis quand même avec certains moyens, que tu as des enfants, que tu voyages, etc., ça peut aller vite quand même. C'est à peu près 3 millions dont tu prélèves 4% net par an, tu vois. 4%, c'est si tu places ton patrimoine sur un crédit Lombard ou sur une assurance vie à peu près correcte, tu peux retirer ça tous les mois ou tous les ans et ton patrimoine, il va pas bouger. Tu vois, donc 1,5 million, c'est la moitié de ça. C'est pas non, ça ferait que probablement que 5 000, tu vois. C'est pas si énorme. Et en plus, t'as acheté ta maison. Ouais, moi, ça m'a permis d'acheter ma maison, donc de sécuriser. C'était ça le plus important, en fait. Alors, c'était pas le plus important pour moi, c'est le plus important pour ma femme. Et donc, happy wife, happy life. Comme disent. Ma femme, elle avait très besoin, envie d'avoir un truc qu'elle pouvait décorer, arranger, améliorer. Et quand on était dans des locs, on peut pas faire grand-chose parce qu'il faut le rendre dans l'état, donc tu fais pas grand-chose.
Et là, elle prend beaucoup de plaisir à faire des trucs très sympas. Et voilà, on s'est fait une salle cinéma extraordinaire. Ça nous a pris 9 mois, on a tout fait nous-mêmes. Mais elle est magnifique et ça lui fait plaisir. Et j'avais envie qu'elle puisse avoir ce plaisir-là aussi. Parce que voilà, moi, je suis plus. Tu mets un matelas par terre dans une pièce avec des murs blancs Le fameux et un tech. ordi et c'est bon. Et le Wi-Fi et c'est bon. À Je la suis Elon chez Musk. moi. Voilà, un peu. J'ai pas de grand besoin de déco et de nid douillet. Mais elle, oui. Donc ça a été ça. Évidemment, c'est aussi le fait que bah, t'as acquis quelque chose. Si tu veux, il y a eu un moment donné où on pouvait la revendre, cette entreprise, et on avait probablement la possibilité de la revendre entre 40 et 50 millions d'euros. Et donc, quand t'en détiens un peu plus d'un tiers, 50 millions d'euros, ça veut dire que tu te fais 17, 18 millions, et tu parlais tout à l'heure avec 4, je suis bien, avec 3, je suis bien, avec 18, t'es plus que bien. Enfin, et à ce moment-là, j'avais pas envie de le faire du tout, parce que j'aimais bien l'aventure dans laquelle on était, vraiment envie de continuer à apprendre, mais j'aurais mal vécu ne rien prendre et tout perdre, tu vois. Et donc j'avais besoin d'en sécuriser une petite partie pour pouvoir me dire, allez, c'est pas grave, reprends du risque, relance-toi, continue, remets tout sur le rouge, mais t'as pris un petit peu de noir quand même, tu vois. Hmm. Et c'était ça la logique, c'était pour pouvoir reprendre des risques, pour pouvoir continuer sans sentir ce stress de, ah, pourquoi je l'ai pas fait? Et 3 ans après, Meta décide d'arrêter de donner accès à son API et ton business il est par terre. Parce que le mien, en l'occurrence, ça serait un truc qui le mettrait par terre. Donc c'était pour éliminer le stress absolu de j'aurais pu être pas mal et je suis dans la rue. Tu vois. Voilà. Ouais, je comprends. Parce que j'étais vraiment dans la rue. J'avais pas une thune de côté, j'avais pas de bagnole, j'avais pas de moto, j'avais rien. Donc, Parce que quand tu as démarré, donc tu dis. Alors déjà, peut-être faisons un grand pas en arrière, on va revenir progressivement dans l'histoire de ta vie d'entrepreneur et ta vie tout court. Mais tu viens d'où toi? Tu as grandi où? alors moi, je suis né à New York parce que mes parents français, tous les deux, roubaisiens et valenciennoises, donc des bons gens du Nord, hein, comme moi, sont partis à New York pour prouver à leurs parents qu'ils valaient mieux que les écoles de commerce françaises qu'ils avaient faites. Mon, Ok. mon père a été pris que à l'EDEC, et donc il a pas été pris à HEC, donc il était très vénère. Et il a dit, je vais vous montrer que je vaux mieux que ça. Il est parti faire Columbia. Alors, en allant bosser chez un broker à Wall Street pour pouvoir se payer Columbia, parce que évidemment son père allait pas lui payer. Et ma mère, elle était prof de français sur un campus nord-américain en Caroline, en plein guerre des droits civils, et où elle était la seule blanche sur le campus noir. Quand elle nous raconte l'histoire, c'est assez lunaire. Voilà. Et donc, ils se sont rencontrés avant, ils sont partis ensemble, ma mère en Caroline, mon père à New York, et voilà, ils sont restés en tout et pour tout. Donc ils étaient 7 ans. ensemble en France. Ouais. Tes parents se sont rencontrés en France. Ouais. Et ils sont tous les deux partis Ouais. à l'âge d'une vingtaine d'années. C'est ça, 24, 25 ou 23. Et ils ont commencé par être séparés. Ils faisaient 15 heures de bus pour se voir. Et puis après, maman est montée à New York. Elle a bossé pour l'attaché culturel de l'ambassade de France. Et mon père a fait son MBA. Et puis après, il a travaillé pour le poste d'expansion économique. Et après, je suis né. Ils sont partis très vite. J'ai dû rester 6 mois à New York, mais j'en ai gardé Un accent formidable. Ouais, j'en ai gardé un passeport, surtout qui m'oblige à faire une déclaration d'impôt aux États-Unis tous les ans, parce que j'ai la double nationalité. Bah Donc, ouais. je pense que c'est plus, comme disent les Américains, a blessing and a curse, mais quand même plus a curse, parce que être imposable sur son revenu mondial, parce que t'es américain, c'est un peu chiant quand même. Alors même que tu passes surtout quand beaucoup de tu temps vis aux pas. États-Unis quand même. Ah oui, j'y voyage comme tout homme d'affaires qui a du business aux États-Unis, comme tout Français qui a du business aux États-Unis, mais c'est pas mon pays. Enfin, il m'a rien donné ce pays, sauf le fait d'y être né, qui a été un énorme vecteur directionnel dans toute ma vie. Parce que comme je suis né aux États-Unis, bah, j'ai appris l'anglais plus que les autres, parce que j'étais beaucoup plus curieux quand j'étais gamin. Mon premier stage, c'était aux États-Unis. Mon premier job, c'était aux États-Unis. Enfin, mon service militaire de l'époque, c'était aux États-Unis. J'étais toujours, ah, États-Unis, États-Unis, États-Unis. J'avais une espèce d'attirance pour ce pays parce que je l'avais sur mon passeport et c'était un peu la frime quand t'as 10 ans dans la cour de récré que les gens voient né à New York. T'es pas né à Mont-Saint-Aignan. Je dis ça parce que c'est ma femme qui est née à Mont-Saint-Aignan. À côté de Rouen. Voilà, à côté de Rouen, exactement. C'est un peu plus la frime, tu vois. Donc ça a imprimé mon... Oui, c'est plus stylé que New York, que Mont-Saint-Aignan. Ouais. Même si c'est très sympa, hein, les Hauts de Rouen, mais. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et donc, j'ai eu envie de découvrir ce pays, cette langue, cette culture, plus que les autres. Et donc ça m'a donné cette direction. Et parce que service militaire, mon premier job, je l'ai trouvé là-bas. Ensuite, le premier job dans un cabinet d'avocat d'affaires, c'était un cabinet d'avocat d'affaires américain
qui normalement ne recrutait que les gens qui avaient fait des LLM, enfin des études dans une fac américaine de droit. Moi, j'avais pas fait ça, mais comme j'avais fait le boulot à l'ambassade de France à Washington, et que j'étais américain, et que, voilà. Il y a eu une espèce ça a donné un Fil vecteur, rouge à ta un vie. complet fil rouge. Donc ça, je le dois à ce petit morceau d'histoire et à cette naissance. Ouais. Sa petite naissance à New York. Et alors, du coup, avocat d'affaires, comment t'as fait quoi, du coup, des études d'avocat à la Sorbonne, à Paris, c'est ça? Ouais. À Valenciennes d'abord, ensuite à Lille et fini à la Sorbonne. Ouais. Et pourquoi avocat d'affaires? Alors, il y a plein de gens qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie, dès tout petit. Ma petite sœur est comme ça, elle voulait être styliste. Elle est d'ailleurs depuis styliste, elle était chez Tom Ford jusqu'à la semaine dernière, avant elle était chez Burberry. Sa passion, c'est stylisme. Moi, j'en avais aucune. J'avais aucune espèce d'idée de ce que je voulais faire dans la vie. Et donc après, enfin en terminale, le bac approchant, mes parents me disent, bon, t'inscris dans quoi l'année prochaine? Je sais pas. Et donc ils m'ont emmené voir une psychologue d'orientation qui a fait des tests de QI. Et apparemment, les tests de QI étaient très positifs. Donc, Emmerich Voilà. a un QI de 200. Il faut le Alors, savoir. je me souviens plus, non, honnêtement, je me souviens plus. J'ai un souvenir de 160, mais je sais pas si c'est vrai ou si ça veut dire quelque chose. Ou, je sais même pas comment ça se mesure le QI, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais en tout cas, elle m'a dit, vous êtes largement au-dessus de la moyenne, donc vous devez faire des études de très hautes études. Alors je dis, ah, ok, d'accord, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Il faut, vous devriez faire Sciences Po. J'avais entendu parler de ça à la télé, donc ça avait l'air un peu brillant. Donc j'ai dit, ok, super, Sciences Po, ça me va. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire Sciences Po? Soit vous faites Hippocagne, soit vous faites l'université. Ok, fine. Quelle université? Soit histoire, soit droit. Alors j'ai fait histoire, laisse tomber, parce que si ça marche pas, le truc, je vais finir prof d'histoire et ça c'est hors de question. Donc ok, donc c'est droit ou Hippocagne. Je me suis inscrit en Hippocagne et je me suis inscrit en fac de droit. Puis tout l'été, j'étais scout marin à l'époque, et je pars en camp scout marin et mon chef scout marin me dit, ah putain, va pas en Hippocagne, tu vas bosser comme un âne, c'est horrible, je te connais, tu vas mourir, ça va être atroce. Donc en rentrant, j'ai dit à mes parents, désolé, j'ai choisi, ce sera pas Hippocagne, ça sera fac de droit. Voilà comment j'ai choisi ma carrière d'avocat. Ah oui, donc comme beaucoup de gens, c'est-à-dire Ouais. au feeling, avec le doigt mouillé, Mais- c'est-à-dire bon, Mais par élimination, quoi. faut déstresser les jeunes de 17-18 ans qui savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, parce que je pense qu'on est un peu beaucoup dans ce cas-là quand même. Bien à sûr, cet bien âge-là, sûr, bien ouais. sûr. Et qu'est-ce que tu as le. Alors, est-ce que tu as un souvenir marquant de cette période d'avocat d'affaires? Comment ça s'est passé, peut-être les débuts? Et qu'est-ce que ça t'a le plus appris? C'est un métier ultra intéressant. Intellectuellement, c'est très challenging. Et ça te donne accès à des grandes boîtes et à des grands businessmen ou chefs d'entreprise passionnants, etc. Donc très jeune, j'ai été projeté dans des mondes dans lesquels tu n'as absolument pas accès à 27-28 ans. J'ai été l'avocat de Buffalo Grill pendant la crise de Buffalo Grill en 2002. Donc, je suis passé sur le journal de TF1, j'étais interviewé à la télé. Les journalistes, ils passaient leur temps à venir au cabinet pour me poser des questions pièges. Donc, j'ai été projeté dans des trucs de dingue. Et ça, c'était parce que je faisais ce métier-là, quoi. Donc, ça, c'était vraiment génial. C'est vraiment le cliché de Suits, quoi, la série Suits, tout le monde en costard. J'adore cette série. Ouais, bah, j'imagine. Je t'imagine très bien. Alors maintenant, t'as le look du tech guy, Ça, c'est évidemment, fini, avec ton pull ouais. Agora Pulse en permanence. Mais du coup, t'as eu une première partie de vie qui était en costard en permanence, quoi, aussi. En costard avec des boutons de manchette. Ouais, la totale, ouais. C'était important pour toi à ce moment-là, on va dire le statut, l'allure que ça pouvait te procurer, À ou... fond. Ouais. Ouais, à fond. Ouais. D'ailleurs, quand j'ai quitté ce métier-là pour aller monter ma boîte, ma belle-mère à l'époque, qui était très impressionnée par le statut que j'avais acquis avec ce job-là, elle n'a pas compris. Elle dit, mais pourquoi tu fais ça? T'avais un métier formidable. Tu étais ça, puis là là, tu fais ça. Ouais, il y a un truc statutaire, évidemment. Puis il y a l'argent aussi. T'es extrêmement bien payé dans ces métiers-là. C'est quoi le niveau de revenu réel dans ces Ah bah, boulots j'étais mieux payé à 27 ans qu'aujourd'hui. Ah bon? Mhm. C'est-à-dire tu gagnais combien? Je gagnais l'équivalent de 15 à 17 000 euros par mois. Pouah. Mm. Mais par contre, tu travaillais comme un chien. Comme un chien. Ouais. C'était quoi les horaires, genre? Alors, les horaires, tu commençais à 9 heures, tu finissais régulièrement à 21 h, 22 heures. Avant 20 heures, à 20 heures, tu avais pris ton après-midi. Dès qu'il y avait une acquisition, un gros audit, un coup de bourre, tu passais la nuit au cabinet. Enfin, tu rentrais chez toi, il était 3 du mat et tu te réveillais à 7 avec des allumettes et tu recommençais, quoi. Donc c'était très dur et c'est une énorme pression, mais il y a une contrepartie qui est
C'est très intéressant, tu rencontres des gens très intéressants et tu es extrêmement bien payé. Et t'apprends à bosser. Et tu apprends à bosser, ouais, et tu apprends à réfléchir, tu apprends à être structuré, tu apprends à t'exprimer, tu apprends à écrire bien, tu apprends à parler anglais, à passer de l'un à l'autre tout le temps. Ça m'a aidé sur ça beaucoup pour la suite. Mais il me manquait un truc, il me manquait un peu une petite étincelle de passion. Il me manquait d'abord, je pense que j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, donc j'avais envie d'avoir mon truc. Et ça, et à un moment donné, je me suis dit, si je veux avoir mon truc, soit je monte mon cabinet d'avocat, soit je vais faire autre chose et je crée un produit avec quelqu'un, quoi. Parce que moi, en tant qu'avocat, je sais rien faire, donc je peux pas faire un produit. J'ai pas de savoir-faire qui fabrique des choses, à part de la consultation juridique, quoi. Et cette possibilité-là, je l'ai bien analysée et je me suis dit, ça va être les mêmes emmerdes qu'un entrepreneur qui a créé un truc avec un associé. Emmerde RH, trouver les clients, enfin emmerde go-to-market, développement, emmerde encaissement, cash. En fait, c'est les emmerdes d'entrepreneur. Le gars qui crée ou la fille qui crée son cabinet d'avocat, t'as les mêmes soucis, t'as les mêmes stress, etc. Et t'as zéro upside. Zéro upside. C'est-à-dire que tu factures à l'heure ton temps, tu es capé par le prix à l'heure et tu es capé par le nombre d'heures. Il n'y a absolument aucune espèce de possibilité de te décupler, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai 200 personnes qui font tourner la boîte. Je suis ici, elle tourne très bien, sans moi. Et je pars en vacances dans une semaine, elle va tourner très bien sans moi. Et cet été, pareil. Enfin, t'es avocat, t'es en vacances, tu factures plus rien. Enfin, ou alors tu n'as pas de vacances, ça c'est pas drôle. Donc il y a vraiment... Alors tu peux avoir 3, 4, 5 collaborateurs, mais tu peux pas en avoir 200, c'est pas possible, quoi. C'est quasiment impossible. Donc ça m'a semblé pas attrayant comme futur. Je me suis dit, ça me va moins bien. Et à quel moment ça t'as eu vraiment le déclic de te dire, ok, là, je vais tout quitter, cette vie fastueuse, avec plein d'argent, un statut, ma belle-mère est très contente, je me lance à poil et je démarre. Bah, on était en 99, et en 99, je sais pas si tu te souviens, mais c'est le début d'Internet. Mm. Et tu te souviens peut-être pas, t'es un peu Bah, trop jeune. j'avais 93, j'avais 6 ans, quoi. Ouais, c'est ça, Mais t'étais trop jeune. donc non. Et la bulle Internet, c'était un truc complètement fou, quoi. Ce qui se passe aujourd'hui avec les AI, c'est que dalle à côté de la bulle Internet. La bulle Internet, la télé en parlait non-stop. Toutes les émissions M6, c'était sur les mecs qui avaient monté des startups avec des PowerPoint et qui avaient levé des millions, et qui étaient tous en costard à l'époque. Ils n'avaient pas les sweatshirts avec leur logo dessus, comme on a aujourd'hui. Et donc c'était très attirant tout ça. Ça donnait vachement envie. Et à l'époque, j'avais Ben, ce pote qui était développeur dans une agence web que j'avais rencontré à New York pour mon premier stage en 93. Et on parlait de projets, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et on passait des heures et des heures à se lancer des idées, à avoir des idées. Puis un jour, on en a fait une en pâte à modeler et on a dit c'est celle-là, on y va. Et on a démissionné, on est parti, quoi. Et c'était quoi? Alors c'était la pire des âneries. Lui, il avait une idée, moi j'avais une idée, c'était pas du tout la même idée, mais comme on voulait vraiment faire un truc ensemble, on a fait une espèce de truc en pâte à modeler des deux idées qui ressemblaient à rien, mais vraiment à rien, et qui a donné Affinities à l'époque, qui était une technologie pour créer ses propres communautés en ligne. Mais son idée à lui, c'était que les gens puissent donner leur avis sur la musique, le cinéma, la culture. Son idée, il voulait l'appeler Goûts et Couleurs, Goozecooler, parce qu'à l'époque, les Yahoo, Google, c'était la mode, les deux autres, tu vois. Ouais, ok. Et moi, mon idée, c'était ce qui est devenu après Copains d'avant, Classmates, etc. C'était un truc pour les anciens étudiants. Un annuaire dans son étudiant. Ouais, des groupes, D'anciens, des espaces communautaires d'anciens où tu pouvais retrouver les gens avec qui tu avais fait tes études, etc. Et rien à voir, rien à voir. Et donc, Affinities, encore un autre truc dans lequel tu peux faire des groupes pour tes anciens étudiants, mais aussi ta famille, tes parents, tes potes, etc. Et à l'intérieur de chaque groupe, tu avais un moteur de recommandation et d'avis où tu pouvais donner ton avis sur les livres, les CD, la musique, le cinéma, tout ça. Et donc, on a mis les deux ensemble en partant sur un autre truc. C'est une énorme, vaste connerie qu'aujourd'hui, je ne referai plus jamais. Mais bon, on est en 99, l'Internet, ça n'existait pas il y a 2 ans, enfin en tout cas pas pour moi. Tout est nouveau, tout est neuf, faut tout inventer, donc on avait le droit de faire des conneries, quoi. Et du coup, ça a duré combien de temps cette aventure? Cette aventure-là, elle a duré 10 ans quand même. 10 ans? Ouais.
10 ans? Ouais. Mais du coup, ça, c'était pas tant une connerie que ça, parce que vous avez fait de l'argent en fait en 10 ans. Bah, on n'a pas fait beaucoup d'argent, parce que moi, elle a duré 10 ans, mais je me suis jamais payé avec cette aventure-là. Pendant 10 ans, tu t'es pas J'ai payé. toujours travaillé bénévolement et j'ai toujours eu un autre job à côté. Alors, j'ai pas toujours eu un autre job à côté, mais on lance ça en 2000. En 2001, on abandonne parce on abandonne. On va rechercher un boulot tous les deux parce on gagne Bulle rien. Internet, donc là pour le coup, tout s'effondre. Ah ouais, la bulle s'est effondrée en février 2021. Enfin, c'était terminé, quoi. Il était hors de question, personne nous aurait filé 1 euro pour quoi que ce soit. D'ailleurs, c'était peut-être encore des francs à l'époque. Et donc moi je retourne dans mon cabinet d'avocat mais je continue le soir, le week-end à faire la compta, la déclaration de TVA. On avait, je sais pas, 1500 balles de MRR, tu vois, un truc comme ça, quoi. Ridicule. Des utilisateurs. Ça payait les serveurs. Ah, Voilà, d'accord. ça payait les serveurs. Ben, il retrouve un boulot. Puis on trouve un premier client. C'était l'Union des caisses nationales de sécurité sociale qui veut cette techno en marque blanche. Et donc, Ben leur fait la techno en marque blanche. Ils l'hébergent chez eux. C'est leur domaine, etc., etc. Et grâce à ça, on commence à gagner, je sais pas, 3000 ou 4000 de MRR, tu vois. Et donc Ben MRR, peut revenir. au cas où les gens qui ne peuvent pas la tech, c'est revenu récurrent. Voilà. Ouais, revenu récurrent. Monthly recurring revenue. De loyer. Enfin, on touche 3000 balles, 3 ou 4000 balles de loyer par mois. Et donc Ben quitte son job et revient à plein temps redévelopper le produit en disant, il y a un truc. Et moi, je suis dans mon cabinet et après, je prends un autre job où je gère une boîte pour un de mes anciens clients de mon cabinet, et je lui dis, qui s'appelle Dominique Marcadet, fondateur de Brice, la scène de Fringues pour hommes, qui a plus tard été business angel dans Agorapult. Et je lui dis, écoutez Dominique, je veux bien vous aider à être votre gérant, parce que vous avez confiance en moi, et vous venez d'investir dans cette boîte, et le fondateur est un peu you-you, et vous êtes un peu inquiet, vous voulez quelqu'un de sérieux qui surveille les finances, et les investissements, et les dépenses, etc. Mais je vous préviens, moi je travaille 4 jours par semaine. Et à 1 jour par semaine, je vais m'occuper de ma boîte. Et donc 1 jour par semaine, en vrai, c'était pas 1 jour par semaine, c'était quand tu pouvais. Ouais, voilà, je faisais de mon mieux, et je faisais un équivalent 4 jours et probablement un équivalent 2 jours, parce que je devais travailler le week-end aussi pour ma boîte. Et j'ai vivoté, enfin j'ai fait l'entrepreneur à temps partiel parce qu'il fallait que je croûte. Donc l'autre job, il me permettait de croûter je continuais à essayer de vendre des marques blanches. Puis après, on a transformé ça un peu en agence. J'ai redémissionné en 2008 de la Mais boîte. 10 ans, c'est fou parce que Ouais. qu'est-ce qui te tenait quand même? Parce que je pense qu'il y a plein de gens comme ça Un qui jour, se ça va demandent un marcher. peu Un jour, ça va marcher. Je pense que fou. Ben et moi, on était persuadés qu'un jour ça allait marcher, qu'un jour il allait se passer un truc. Il faut pas oublier que Facebook naît en 2004 et nous on est en 2000. Vous auriez pu. You could have Mais been. c'était la même idée, si tu veux. C'était les réseaux sociaux, notre idée de 2001, quoi. C'était vraiment les réseaux sociaux. Et donc, quand Facebook devient un peu connu, tout le monde s'intéresse à ça. Donc, on nous achète des marques blanches parce que les gens veulent créer leur propre communauté, leur propre Facebook. On n'a pas été les seuls à faire ça, il y en avait plusieurs. Donc, il y avait, ça paraît débile je dis ça maintenant, mais il y avait des moments de ah ouais, ça y est, il se passe un truc, ça va décoller. Et donc, on y croyait à nouveau, tu vois. Voilà. Et puis fin 2010, où on vendait des applications pour Facebook. C'est pareil, un truc qui s'est fait complètement par hasard. On avait tellement besoin de bouffer qu'un jour, une nana est venue me voir à la fin d'une conférence et elle me dit, c'est bien votre truc sur les communautés de marques. Vous faites des jeux concours sur Facebook? J'ai fait, ouais, bien sûr. On fait pas du tout. Mais en rentrant au bureau, j'ai dit à Benoît et à Florian et Xavier, nos 3 développeurs, et les gars, il va falloir apprendre l'API de Facebook parce que là, j'ai de quoi nous faire 15 000. Et donc on a commencé à faire des jeux concours Facebook, puis de proche en proche, on est devenu une agence qui faisait des jeux concours Facebook, puis au bout d'un an, on en a eu ras-le-bol de faire ça, puis il y en a eu plein qui ont popé partout, parce que c'était la mode, et c'est de là qu'Agorapult s'est né, parce qu'on a plateformisé tous ces jeux concours qu'on avait fait, on les a mis dans un soft. Ah, ok, d'accord. Bah attends, déjà. Donc pendant 10 ans, vous faites un truc d'annuaire en fait, d'annuaire de communauté, créer ta communauté, Tu peux créer, toi, tu crées ton voilà. Facebook perso pour ta boîte, ton annuaire, ta communauté en Tu vois, ligne. pour le club Bootstrap, vous utilisez un soft, voilà, et ben c'était pareil, c'était le même concept. Alors c'était le même concept il y a 15 ans, donc c'était moins bien, mais ça faisait, il y avait un annuaire, tu pouvais créer des événements, partager des fichiers, etc., des photos, il y avait un chat, etc. Et donc au bout de 10 ans, vous faisiez combien de revenus?
Au bout de 10 ans, quand on a démarré AgoraPulse, on faisait 150 000 euros d'ARR, de revenus annuels récurrents, 150 000. 150 000 euros. Ah, mais c'est-à-dire, en effet, tu pouvais toujours pas te payer. Non. C'était impossible. Personne ne pouvait se payer. Aujourd'hui, je fais ça en 2 Et jours. donc, 10 mais ça, par contre, je trouve ça hallucinant. Là. Mais qu'est-ce qui. Enfin, la détermination, la résilience que tu as eue de pas te dire. J'avais l'impression que si je lâchais je l'affaire. reviens vraiment complètement avocat pour gagner vraiment ma vie, ma croûte, tu vois. C'est quoi. D'ailleurs, ça me fait penser. Quel lien tu fais entre ton enfance, New York ou que sais-je, et cette envie, cette niaque d'entreprendre, tu vois, et particulièrement dans la tech d'ailleurs. J'avais vraiment l'impression. Alors la tech, c'est le hasard. C'est parce que je connaissais Benoît et que Benoît, il était développeur et que donc. Parce que t'es pas du tout toi-même, t'es pas base, dev, non. t'es pas tech. Non. C'était mon associé qui a été la direction de quel produit on allait faire, vers quoi on allait aller, quelle techno on allait choisir, etc. etc. Donc là-dessus, tu fais confiance à ton associé et puis tu vas là où ça te permet d'aller, quoi. Mon associé aurait été dans la finance, on aurait fait de la finance, ou autre chose, tu vois, peu importe. Moi, j'étais pas quelqu'un qui avait un savoir-faire produit, donc qui comprenait une industrie, et donc je pouvais pas être celui qui drivait là où on va avec le produit, quoi. Après, tu apprends un petit peu quand même sur le tas au fil des années, mais au début, pas possible. Je pense que j'avais une trouille absolue de si j'arrête, c'est terminé, je le ferai plus, je ne serai plus jamais ça. Et je voulais pas, je refusais l'idée d'abandonner. Je refusais l'idée de pas avoir été entrepreneur, de pas avoir eu ma boîte, de pas avoir construit mon propre chemin, quoi. Et donc, je m'accrochais à des trucs qui, quand tu les regardes avec le recul, tu te dis, mais même moi, je me dis, là, t'as été trop loin, enfin, t'as attendu trop longtemps, t'as donné trop de chance à ce truc-là, c'était de la folie. Mais l'alternative, c'était j'abandonne et je vais chercher un taf. Et ça, Mais c'est fou, c'est une leçon parce que je pense que il y a plein de gens aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est un peu la question pour les gens qui se lancent ou qui se relancent, hein, parce que tu vois, parfois il y a même des entrepreneurs qui relancent une boîte, etc. La question, c'est toujours combien de temps tu t'accroches, tu vois. À partir de quand ça devient débile, tu vois. À partir de quand c'est plus de la détermination, c'est de l'obstination, tu vois. 10 ans, je pense que pour n'importe qui dans une salle, même d'entrepreneurs, les gens te diraient non. 10 ans, mec, c'est bon, quoi. Là, t'as donné, enfin, ça suffit. Après, effectivement, t'avais un autre job, mais objectivement, les 10 premières années, c'était pas sain. Enfin, c'était pas une bonne idée. C'était con, quoi. Après, encore une fois, quand je relis le truc, je vois que tous les ans et demi ou 2 ans max, il y avait un événement qui pouvait laisser y croire à ce que ce truc-là allait devenir le truc, quoi. Tu vois, Affinities allait devenir un succès. Et donc, on ne s'est pas accroché que à des chimères, on s'est aussi accroché à des choses qui se sont passées et qui pouvaient nous... L'émergence des blogs, on avait un outil de blog dans AgoraPulse. À un moment donné, les blogs, ça devient la folie. YouBlog, Loïc Lemeur qui revend ça une fortune, Typepad, tout ça. Et on était là-dedans, on dit, ah ça y est, on va surfer les trucs des blogs. Et puis bah non, on n'a pas surfé les trucs des blogs. L'émergence des réseaux sociaux, 2 ans après, Facebook, machin, ça y est, on va surfer. Ah bah non, c'est eux qui nous ont marché dessus. on l'a pas surfé. Ouais, bien sûr. Donc on a eu... Il y a des vagues en fait. Ouais, on a eu plein de fois l'occasion de croire à la vague d'après qui avait l'air le Web 2. Voilà. Et à quel moment vous appelez ça AgoraPulse alors? On appelle ça AgoraPulse quand on le lance en août 2011. On a mis 10 mois à intégrer dans une plateforme self-service tous les jeux concours qu'avant on vendait 10, 12, 15 000 balles la pièce. Et maintenant, pour 49 balles par mois, tu peux les faire tous autant que tu veux. J'exagère, mais en fonction du nombre de participants. Et donc on se dit, ça va être un carton. Dans un an, on fait... qu'est-ce que je m'étais donné comme objectif? Dans un an, on doit faire 50 000 de revenus mensuels. Donc on doit avoir 1000 clients à 50 euros. On a mis 3 ans à faire 1000 clients à 50 euros. Sinon j'abandonne. Parce que là, comme tu viens de le dire... Parce que là, ça suffit. Là, ça suffit maintenant. Mathieu, il m'a dit c'était débile. J'ai attendu trop longtemps. Et puis, il fallait que j'arrête. Et je m'étais vraiment dit, si dans un an, c'est dingue, on va donner à 49 euros un truc qu'on vendait 10 000. Si dans un an, on n'a pas 1000 clients à 49 euros, c'est qu'on s'est encore trompé. Pour la énième fois, quoi. Et au bout d'un an, on avait beaucoup moins. Mais on a eu ça au bout de 3 ans. Et ce qui m'a permis de tenir là sur cette deuxième partie, donc sur la partie AgoraPulse, qui a été très dur de 2011 à 2014, fin 2014, même mi-2015,
Parce qu'on perdait quand même un peu d'argent, mais on n'avait pratiquement pas de cash, on n'avait pas levé d'argent, donc on raclait les tiroirs d'Affinity, soit de la boîte d'avant, on se payait pas, enfin, on raclait de partout, quoi. C'était avec les ongles. Donc ça, c'était vraiment pas Juste évident. petite transition, c'est que vous avez réouvert une nouvelle boîte du coup pour Non, Agrapulse. c'était la même boîte. Non, c'était la même boîte. C'était la même SAS. Donc Ouais. j'imagine que d'ailleurs votre SAS s'appelle toujours. Elle s'appelait, on a changé de nom, mais c'est Ah, vous avez changé de nom quand même. la SAS, elle a 25 ans. Ouais. D'accord, ok, elle a 25 ans, c'est drôle. Donc on n'a jamais eu droit à toutes les aides gouvernementales pour les jeunes startups innovantes, patins. Ah, bah oui, c'est ça. Nous, on était une vieille startup pas innovante, donc on a eu droit à rien. Nous, non seulement on n'a pas levé d'argent, mais on a eu droit à rien. Tu vois. Oui. Aucune réduction d'impôt, de quoi que ce soit, que dalle, quoi. Mais qu'est-ce qui fait que ça a mis 3 ans à... puisque du coup ce sujet de jeu concours cartonnait Parce et que qu'on vous n'avait avez pas levé rendu- d'argent et que C'est l'acquisition qui on était avait dure. 3 devs, quoi. Et donc le produit, il était à la traîne, tu vois. Ça ramait, ça ramait, ça ramait. Et surtout, très vite, on s'est rendu compte que les jeux concours, c'était un business model de merde, avec un churn hallucinant. C'est-à-dire que les clients, ils viennent, ils font 3 jeux concours, ou 1 ou 2, et puis au bout de 3 mois, ils sont partis. Et t'as aucune croissance organique, quoi. Il y a pas de momentum. Tu acquiers, et ça te dégage, ça dégage, ça dégage. Donc au bout de à peine 8 mois, j'ai dit à Benoît, on va pas y arriver. Enfin, ça va pas être la boîte qu'on a envie de construire. Il faut qu'on pivote vers un truc que les gens utilisent tous les jours et pas une fois par an ou voire une fois dans leur vie, quoi. Et donc on a regardé à qui on vend aujourd'hui. On vendait aux community managers déjà. De quoi ces gens-là ont besoin et qu'est-ce qu'ils achètent d'autre. Il y avait déjà Buffer et Outsuite. Tout naissant, tout pourri, tout neuf, tout bébé. Mais il y avait déjà ça, et ça, ils disaient, ah, ça, c'est bien, publier du contenu, répondre, gérer les commentaires, etc., etc. Donc on a dit, il faut qu'on fasse ça. Ça s'appelait déjà du social media management. Il faut qu'on fasse du social media management faut qu'on soit l'outil quotidien d'une personne, d'un métier dans l'entreprise. Si t'es pas l'outil quotidien d'un métier dans l'entreprise, ça n'existe pas. Et donc tu crèves la bouche ouverte. Et donc voilà, donc on a décidé d'être ça, et pour faire ça, il nous a fallu quasiment 1 an et demi de dev, parce que il y avait des trucs à développer, avec 3 développeurs payés au lance-pierre, Mais les mecs, tu vas à la vitesse que tu peux, quoi. ils sont restés, mais c'est fou qu'ils soient restés. Allez, C'est dingue. Benoît, mon associé, il est comme moi, c'est un morbac, il a rien lâché, quoi. J'ai une chance énorme de tomber sur quelqu'un qui avait un drive de réussir, alors pour des moteurs complètement différents. Moi, je veux réussir une entreprise, et Ben, c'est un pur technique. Il veut réussir un produit. Ben, il veut fabriquer quelque chose que les gens utilisent en faisant waouh, c'est génial ce truc que j'utilise. Et ça, c'est sa fierté. De la même manière qu'un chanteur veut que les gens aiment sa musique. Bien tu sûr. vois. Et moi, je me fous de ce qu'on vend. Mais par contre, je veux que Que ce soit gros, que ça soit voilà, stylé, l'équipe soit que- belle, le chiffre d'affaires, la marge, Ouais, bien sûr. l'entreprise est belle. Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que ça vend, je m'en fous. Et donc, nos moteurs, à tous les deux, sont absolument pas les mêmes. Mais très Mais complémentaire. ils ont été ultra complémentaires. Ils ont très bien fonctionné dans la merde, la mélasse la plus totale pendant 15 ans. Ah, c'est fou. C'est Et fou. c'est assez incroyable. Et là, c'est un énorme coup de peau, quoi. Enfin, on a eu, je pense, tous les deux, à notre manière, un énorme coup de peau. Même si on est 2 grosses personnalités qui sont pas faciles à vivre et qui se sont bien fritées, bien mis sur la gueule un certain nombre de fois. Mais on a eu l'intelligence, au pire moment, de se dire, bon, ok, il m'emmerde, il me saoule, j'ai envie de lui mettre une grande baffe, mais s'il n'était pas là, on serait pas là. Donc, on va vivre avec. Aujourd'hui, par contre, vous êtes plus ensemble, c'est ça? Il est Vous avez arrêté parti l'aventure. en décembre 2023 pour monter son propre projet, parce que ça le chatouille. Et il est toujours le même, il n'a pas changé. Il a envie de fabriquer un truc que les gens utilisent et qu'ils trouvent génial, si tu veux. Et donc il est parti monter un projet dans l'IA et dans le voyage, et il s'est éclaté parce qu'il adore faire la veille, découvrir les nouveaux trucs. Alors, avec l'IA, là, il y a de quoi faire en termes de découverte, de veille, et ça change tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, il y a une nouvelle techno qui te permet de faire des trucs que tu pouvais pas faire 3 mois avant. Donc je pense qu'il est heureux là-dedans, même s'il est sûrement un peu stressé parce que il faut se remettre à l'épreuve du feu. Mais c'est ça, lui, il aime construire. Il aime quand c'est petit, qu'il n'y a rien et qu'il faut tout faire. Moi, j'ai pas détesté ça, mais moi, je préfère aujourd'hui où il y a C'est c'est gros, il y a solide. 200 personnes. Et c'est les gens, c'est comment tu vas emmener les gens, c'est comment tu vas leur raconter l'histoire pour leur donner envie de te suivre. Et moi, j'aime mieux cette partie-là. Oui. Et donc, vous êtes restés combien de temps ensemble? 15 ans?
Non, 25. 25 enfin, ans. 24 en l'occurrence. Mais alors 24 ans, tu vois, c'est quand même quasiment comme une relation de couple où J'ai les pas gens divorcent au bout d'un J'ai moment, pas tu de vois. relation de couple qui a duré 24 ans, moi, à Bah ce stade. voilà, tu vois, c'est J'en fou. ai eu deux. Ouais. Ma deuxième, elle est à 20 ans, donc on y arrive, hein, on y arrive. Mais effectivement, pour moi, c'était plus que ça. C'était la relation la plus importante en durée de toute ma vie, oui, sans aucun doute. C'est dingue. Et comment tu te sens le jour où vous te dites, bon, bah là, parce que j'imagine les chemins doivent se séparer, que vous êtes arrivés à chacun au bout de votre aventure et vous êtes. Comment tu te sens? Honnêtement, moi j'étais content. Moi j'étais content pour lui parce que j'étais depuis longtemps persuadé que là où il était chez nous, c'était pas son C'était bonheur, plus sa c'est phase, en pas ce fait. qu'il voulait, quoi. Il le disait sans le dire, mais il y avait sûrement un petit peu d'ego là-dedans qui est, c'est compliqué. S'il y en a un qui s'en va, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'autre, tu vois? Est-ce qu'il y a un niveau, est-ce qu'il est moins bon parce qu'il n'a pas su rester? Il y a des choses qui se jouent liées à l'émotion et à qui je suis? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, etc., qui sont pas évidentes du tout. Et donc on n'arrivait pas à se le dire et à avoir cette conversation. Et il y a eu un moment où on l'a eu, mais moi je savais qu'il voulait autre chose. Mais fallait que lui l'admette et l'admette dans un mode où c'était positif et pas un constat d'échec ou un aveu de pas savoir ou de pas pouvoir. Mais non, en fait, tu vas être tellement mieux dans ça plutôt que là où t'es pas bien. Donc ça, c'était important que lui puisse conscientiser ce truc-là et se dire, ouais, non, mais en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Donc la vie est courte, autant aller le faire. Et vous avez réussi à gérer ça entre vous seulement? On a géré ça entre nous seulement. Alors, j'ai quand même fait en sorte, parce que je suis ce qu'on a. Avocat. Non, 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 je suis un corsaire, pas un pirate. C'est-à-dire que tout ce qui est les règles, le gouvernement, la police, l'autorité extérieure gratuite, je suis un rebelle. C'est-à-dire que ça, je jongle avec ça, j'essaie de passer à travers. Voilà, je suis pas un grand. C'est pas le truc, c'est important pour moi. Et limite, si ça se met en travers de mon chemin, je balaye et je fais autrement, quoi. Par contre, vis-à-vis de les gens qui ont cru en moi, les gens qui ont investi sur moi, les business angels, les investisseurs, les employés, les gens qui ont cru en moi en me suivant, en me rejoignant dans mon équipe, etc., etc. J'ai un niveau de loyauté absolu qui est à 110%, quoi. Et donc, quand on a eu cette conversation-là, j'ai fait en sorte qu'il parte avec de l'argent et qu'il soit bien. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de question pendant les 3 prochaines années. S'il fout rien, il est Tranquille. voilà, il a pas de souci à se faire. Pour que, au moins, il puisse faire ce qu'il veut sans aucune angoisse matérielle. Hmm. Alors après, quand tu as un compte qui descend et que tu brûles de l'argent tous les jours sans en gagner, j'imagine qu'à un moment donné, tu as des inquiétudes, mais il n'a pas besoin de se faire peur. On aura refait une opération financière, il pourra se refaire avant qu'il ait épuisé tout ce que j'ai fait en sorte qu'il puisse avoir à ce moment-là. Parce que pour moi, c'était hors de question que dans la séparation, je lui crée du stress. Il fallait que ce soit sans stress. Voilà, ma condition, quoi. C'est bien d'en parler parce que, en fait, il y a tellement de boîtes, surtout que sur des trajectoires de 10, 15, 20 ans d'entreprise, qui commencent à parfois 3 associés, qui finissent à 2, qui au bout d'un moment sont plus que 2, qui finissent souvent tout seuls, parce qu'en fait, effectivement, les envies de chaque cofondateur changent, les gens ont une trajectoire différente, parfois t'es plus au bon endroit au bon moment. Et c'est très dur très dur de se l'avouer, quoi. Moi, j'ai l'impression d'en avoir des dizaines des exemples autour de moi. Malheureusement, j'ai le sentiment que dans beaucoup de cas, parce que l'ego, j'imagine, se met en travers des discussions et des bonnes décisions, il y a beaucoup de conflits, quoi. Il y a beaucoup de conflits qui peuvent même parfois mettre la boîte à plat, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui est aujourd'hui en train de se dire, bah là, avec mon associé de toujours, ou un associé qui est très important, en fait, il est là depuis très longtemps, donc j'ose pas avoir cette conversation, mais en fait, ça va pas, quoi. Ça va pas, il est plus au bon endroit, il me tire vers le bas, il nous tire vers le bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon conseil, il est ultra simple. Et c'est un truc que je m'applique à moi-même. Et d'ailleurs, que j'ai été posé à mon conseil d'administration ou aux gens de mon équipe à un certain nombre de reprises. Et à chaque fois, ils m'ont pas cru ou ils m'ont pas pris au sérieux ou ils ont pas rebondi sur le truc. C'est d'aller voir les gens pour qui tu travailles. Donc, ton équipe, si tu es CEO, ton équipe exécutive. Si tu es dans l'équipe exécutive, les autres membres de l'équipe exécutive et le CEO. Ton board, si tu as un board. Et leur dire, voilà, pour moi, ce qui compte le plus, c'est que cette entreprise, qui est ce que j'ai de plus important dans la vie en termes de projet et d'actifs,
Et le meilleur, alors moi je suis CEO, Ben était CTO, peu importe la fonction que tu as. Et le meilleur, la fonction que tu as. Est-ce que vous pensez que je suis toujours le meilleur CTO pour cette boîte, le meilleur CEO pour cette boîte? Si vous ne le pensez pas, j'ai besoin de l'entendre, parce que c'est compliqué de se regarder soi-même et de se juger soi-même. Donc c'est par vos regards et vos observations que je vais être capable de valider ou d'invalider ma capacité à faire le job. Et si jamais vous êtes convaincu que ça serait mieux que ce soit quelqu'un d'autre, je veux l'entendre, parce que je veux vous aider à trouver la meilleure personne pour me remplacer à ce poste. Et moi j'ai toujours dit à mes équipes, c'est ça mon état d'esprit. Ils me croient moyen parce qu'ils pensent que j'ai plus d'ego que ça, mais ils se trompent. Parce que c'est plus important pour moi que l'entreprise réussisse et que mes 34% dans l'entreprise se pérennisent et valent quelque chose, et que les gens qui sont dans cette entreprise soient heureux d'y bosser parce qu'elle gagne et parce qu'elle a les bonnes personnes aux commandes, etc., etc., que mon petit ego soit bruised ou peint en or, quoi. Ça m'intéresse plus. Je suis arrivé à un stade où j'ai fait assez pour pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit de plus. J'ai assez prouvé que j'étais travailleur, que j'étais obstiné, que j'allais jusqu'au bout, que j'étais capable de fabriquer quelque chose qui valait la peine. C'est pas la plus belle boîte du monde, loin de là, contrairement à notre ami Willou, qui pense qu'il a la plus belle boîte du monde. Moi, je ne pense pas que j'ai la plus belle boîte du monde, mais elle est pas mal, et j'ai pas de quoi en rougir, et ça me suffit. J'ai pas besoin, comme Elon Musk, d'aller conquérir une planète pour me sentir complet, tu vois ce que je veux dire? Donc à partir du moment où tu as ce sentiment de j'en ai fait assez, j'ai pas besoin de prouver. J'ai envie de continuer et de faire mieux, bien sûr, j'ai envie. C'est ça, parce que pourquoi tu restes après 15 ans dans ces cas-là? Tu restes parce que tu as envie, mais tu T'as pas 15 ans, besoin. 15 ans d'Agora Pulse, Ouais. parce que sinon c'est 25 ans. Donc, Parce que j'ai envie, parce que ça m'amuse, parce que j'apprends, parce que j'adore les gens avec qui je bosse. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui est canon, que je vois grandir toute seule, que je vois prendre des sujets sans moi, et je suis là, ouais, yes! Et j'adore ça, c'est un kiff absolu. Donc j'ai pas envie de jeter ça à la poubelle, là, maintenant tout de suite, tu vois, même pour 20 millions, ça m'intéresse pas, quoi. Surtout que je sais très bien que le jour où j'ai 20 millions, je vais faire une dépression nerveuse comme tous les autres qui ont pris 20 millions et qui ont arrêté de bosser dans leur boîte. Donc quand t'es là, et je suis là depuis 2015, au moins, normalement, tu devrais pouvoir dire aux autres, c'est pas grave si c'est plus moi. Moi, j'ai encore envie d'aider cette boîte. On trouvera sûrement une mission pour moi. Puis la mission me paiera, etc., etc. Et je serai heureux de voir quelqu'un meilleur que moi faire ce job pour lequel je suis plus le meilleur. Ça me satisfera. Mais donc à quel moment tu sauras que c'est le moment est arrivé, que c'est le moment de partir? Bah, je le demande, je te dis encore. Il y a deux. Le jour où tu Il y a l'intérieur et les gens qui l'extérieur. L'intérieur, c'est t'es plus motivé, t'as plus envie. Ça, c'est simple, c'est la seule réponse. Le jour où t'as plus envie, bah, c'est le moment, quoi. Voilà. Le jour où tu te lèves le matin, tu fais, oh putain, faut encore que. Voilà, faut arrêter, faut trouver ton successeur ou faut revendre ta boîte, quoi. Donc ça, c'est ce que toi, tu ressens en interne. Tant que tu te lèves le matin et que tu fais, yes, aujourd'hui, on va faire ça. Tu vois, hier, je me suis levé, je suis allé acheter une boîte. Ouh, c'est génial. C'était la journée de ma vie, tu vois. Hier, j'avais la banane. J'étais fatigué, mais j'avais la banane. Le jour où tu n'as plus ça, faut arrêter. Il faut soit te remplacer, soit t'en séparer. Et après, il y a ce que les autres te disent. Parce que toi, tu peux peut-être être heureux dans ton truc, mais en fait, tu es en train de faire de la merde et tu ne te rends absolument pas compte, quoi. Et là, tu as besoin du regard des autres. Et après, en fonction de ton niveau de self-awareness, pour utiliser une expression anglaise, tu peux avoir plus ou moins besoin du regard des autres. Je pense que j'ai un niveau d'awareness supérieur à la moyenne. C'est-à-dire je me connais plus que la moyenne. Comment ça se fait d'ailleurs ça? Comment t'en es arrivé à te connaître? Parce qu'en effet, je trouve que t'es quelqu'un qui se connaît bien. Surtout, je mets un peu un pavé dans la mare, mais je trouve que les entrepreneurs de ta génération, aujourd'hui, t'as quel âge du coup, Aymeric? 52. 52, il ne les fait pas parce que c'est un grand kitesurfer. On finira peut-être là-dessus l'épisode après. Mais Aymeric, il est costaud, il est plein de vie parce qu'il fait du kite tout le temps et qu'il est souvent dans un catamaran dans les Antilles aussi. Mais je trouve que, en tout cas, moi, le regard que j'ai sur les patrons qui sont quand même ça plutôt de cette génération, souvent ils ont
peu ou pas bossé sur eux, tu vois. C'est-à-dire coaching, psy, etc. Ils n'ont pas fait ces trucs-là. Là où je pense qu'il y a toute une génération aujourd'hui, via des clubs d'entrepreneurs ou via de l'accompagnement personnalisé, vont faire ce boulot-là pour mieux se connaître, pour mieux comprendre là où ils sont bons, là où ils sont mauvais. C'est une explosion le coaching aujourd'hui, tu vois, parce que c'est comme d'hab, les Américains qui ont 10 ans d'avance là-dessus, et donc les Français ont pris le truc. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui fait que tu as fait ce travail-là? Pourquoi? Et voilà. D'abord, Qu'est-ce que ça t'a apporté? j'ai effectivement fait beaucoup de coaching avec plusieurs coachs différents et des styles très différents. Ces coachings, ils m'ont beaucoup appris sur moi, ça c'est sûr. Après, j'ai une femme extraordinaire qui est très très bonne pour me mettre le doigt sur les trucs merdiques chez moi. Mais d'une manière, ça fait mal. Mais pas au point où tu as envie de lui hurler dessus et l'envoyer chier parce qu'elle a mis le doigt et elle l'a quand même bien mis et elle a raison et sur le coup tu dis non pas vrai fais chier et 1 heure après tu fais putain merde quel gros con je suis quoi et, et, et ça a été mon ex-femme elle a pas su faire ça donc ça m'a pas aidé et on se fritait mais sans que j'en apprenne rien avec ma femme avec qui je suis maintenant depuis 20 ans. Elle m'a mis le doigt sur des trucs où je les ai vraiment vus, les trucs, et j'ai fait, mais merde, c'est dingue, c'est pas du tout ça que j'ai envie d'être, quoi. Et pourtant, c'est ce que je suis. Et quand t'as commencé à rentrer là-dedans, tu peux plus en sortir. Parce que tu te rends compte du bien que ça te fait et du bien que ça t'apporte. Parce qu'au final, euh, si t'es blessant avec les gens sur certains trucs, euh, ce que tu vas générer chez eux est extrêmement néfaste pour toi aussi. Donc pour ta boîte aussi. Donc pour leur envie de te suivre, d'avoir confiance en toi, tu vois. Et donc plus tu vas trouver que c'est génial de voir ce qui va pas chez toi pour pouvoir l'enlever ou le maîtriser ou le garder dans sa boîte, tu vois, le contenir dans sa boîte pour pouvoir arriver à tes fins. Tes fins étant, je veux que les gens autour de moi apprécient de travailler avec moi, ou de vivre avec moi. Je veux que les gens autour de moi me regardent en disant ah, on l'aime bien, Aymeric, c'est cool. Et donc, ils aient envie de me suivre et qu'ils aient envie d'avoir confiance en moi et d'aller dans ma direction. C'est ça mon objectif. Le leader, c'est quoi un leader? C'est quelqu'un que les gens suivent. Et pourquoi les gens suivent quelqu'un? Parce qu'ils se sont inspirés, parce qu'ils trouvent que cette personne-là, elle leur donne envie. Si tu as des défauts, et on en a tous, dans lesquels il y a parfois des trucs un peu noirs, un peu pourris, un peu moisis, bah, tu vas vachement abîmer cette capacité de leader. Et donc, quand tu as envie de leader, tu as envie d'emmener les gens, tu es obligé d'aimer l'idée de t'améliorer, de te connaître et de t'améliorer pour pouvoir améliorer cette capacité à emmener les gens. Et après, plus tu rentres dedans, plus ça devient un jeu amusant et grandissant parce que tu ne vois plus ça comme un échec. Oh, je suis une merde. Non, tu dis, ah, maintenant j'ai la capacité parce que j'ai compris ce qui se passe chez moi quand ce truc-là monte et me fait dire ce truc idiot ou fait faire ce truc idiot. Je l'ai compris, je le vois, je suis capable de le mettre de côté, je le fais pas. Et là, j'ai l'impression d'être 2 fois mieux qu'avant, quoi. Et donc, ça devient un challenge hyper intéressant, quoi. Et c'est très positif pour toi, versus vécu comme une critique ou quelque chose de négatif, quoi. Ce que j'entends là-dedans, c'est que il y a vraiment moteur chez toi, en tout cas, de progression pour être un meilleur leader, Ouais. pour conduire les gens plus loin, parce que aussi c'est une phase qui t'excite, c'est quelque chose qui est ancré en toi, parce que c'est ta nature, parce que ça te permet d'avoir des meilleures relations avec les autres. Néanmoins, il y a un problème chez beaucoup de CEO, je pense plutôt à la phase d'avant de boîte, mais qui peut persister assez longtemps. Je l'ai rencontré sur un CEO de boîte, tu vois, qui a plusieurs centaines de salariés il y a pas très longtemps. En tout cas, je le sentais, tu vois, je le percevais. C'est le besoin d'être aimé, tu vois. Le besoin, en tout cas, la peur d'être rejeté, notamment par son équipe, parce que parfois il faut prendre des décisions difficiles, etc. Renvoyer des gens, se séparer, restructurer, faire ce genre de choses. Comment tu le vis ça aujourd'hui, ce sujet de peur du rejet en tant que manager, en tant que patron, et comment t'as pu le mettre en œuvre dans des exemples concrets dans ta boîte? Ouais, après, j'ai pas ou plus, ou je me souviens pas de quand j'ai eu la peur du rejet ou l'envie d'être aimé.
Notamment par rapport aux conversations difficiles ou aux moments de vie de l'entreprise où il y a des gens qui ont fait le taf et qui le font plus, ou qui l'ont jamais fait, mais tu t'y es pas confronté. J'ai eu, comme tout le monde, du mal à avoir ces conversations et du mal à me séparer de gens, et je l'ai fait trop tard et trop longtemps, et ça a duré trop longtemps, etc., etc. Ce que ça m'a appris, c'est que pour le faire bien, en étant droit dans mes bottes et en me sentant pas mal, j'avais besoin d'avoir donné une clarté extrême aux gens sur ce qui était attendu. Et donc depuis, ça doit faire 5-6 ans maintenant, j'ai développé dans l'entreprise un maximum d'outils que je dois utiliser, que les managers doivent utiliser pour donner aux personnes qui bossent dans leurs équipes la clarté sur voilà ce qui est attendu de toi dans ton job. En termes de comportement, en termes de résultats, en termes d'accomplissement de tâches, en termes de façon d'interagir avec les autres. Euh, Plus c'est clair, plus ce que j'attends est clair, plus c'est facile quand c'est pas là de dire on s'était dit que, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. On s'était aussi dit que si ça n'allait pas, il se passerait ça. Oui, ok. Pour qu'on soit clair, si quand on fait le point dans un mois, on en est encore là, je serai obligé de mettre fin à notre collaboration. Ok. Et quand je peux faire ça, j'ai aucun problème à avoir des conversations difficiles. Mais si je peux pas faire ça, j'en suis incapable. Donc j'ai besoin d'avoir créé la clarté absolue sur mes attentes pour que personne ne puisse jamais me dire «Oh, tu me l'avais pas dit. Ah, je savais pas.» Non, si, tu le savais, on se l'est dit. Et si, mais parfois, eux, ils vont me dire «Oh, tu m'avais pas dit.» Si, si. Là, là, là et là. T'as pas de mémoire, c'est pas mon problème, quoi. Et ce truc-là, moi, je l'ai surtout fait pour que moi, je me sente bien droit dans mes bottes. J'ai été honnête. C'est quoi les exemples d'outils ou de process que tu as justement là-dessus qui sont intéressants? Alors déjà, le premier truc, c'est qu'on ne fait plus aucun recrutement sans avoir défini ultra clairement pourquoi on recrute la personne, pourquoi faire, pourquoi atteindre, qu'est-ce qu'on veut, quel objectif on veut atteindre et qu'est-ce qu'on veut que fasse cette personne. Donc on fait des définitions extrêmement claires du job. Alors, tu as des gens qui appellent ça une job description, tu regardes leur job description, tu comprends absolument rien de ce que la personne va faire dans son job, tu regardes les nôtres, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est-à-dire, hyper pointu et hyper détaillé, et les gens adorent venir bosser chez nous parce qu'ils disent ah bah, chez vous on est extrêmement clair sur le contour du job et le but de la mission. Donc ça commence par là. Après de cette job description, on crée des scorecards qui nous servent à faire les entretiens d'embauche. Donc les scorecards, c'est quoi parmi ces choses que je veux que le job fasse, comment je vais les tester pendant l'entretien et à combien je vais les noter sur leur capacité à faire ce truc. Par exemple, tu recrutes un sales manager. Ce que tu attends d'un sales manager, c'est le coaching de ses équipes. Et donc, tu auras un élément coaching des account executives dans la scorecard. Et là, tu vas le torturer sur mais tu fais comment? Tu as un process, tu as un document, tu as des templates, tu fais ça combien de fois par semaine? Est-ce que tu écoutes leur call sur Gong ou machin? Et là, de toutes les réponses qu'ils vont te donner, tu vas dire, en coaching, toutes ces réponses, 9 sur 10, le mec est bon, 9 sur 10, ou la fille est bonne, 9 sur 10. Donc tu fais ces scorecards, tu gardes ces scorecards pour l'onboarding, pour revalider pendant l'onboarding que voilà, le coaching, il est fait, il est au taquet, il est solide, il est régulier, etc. etc. Et tu valides tous ces points et tu les lui donnes. Quand il arrive, tu dis voilà, tous les points sur lesquels les 120 premiers jours, les 4 premiers mois vont être évalués avec nous, enfin entre nous. Et donc on va s'asseoir ensemble régulièrement et on va repasser sur les points des 120 premiers jours. On lui fait un document qui s'appelle Tes 120 premiers jours. Avec les 30 premiers jours, tu fais ça, les 60, les 90 et les 120. Et on check tous les mois, est-ce qu'on en est du truc? Et quand on n'y est pas, on dit pourquoi, explique-moi, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qu'il y a. Donc on fait un suivi vraiment au millimètre sur les attentes, quoi. Et après, on fait ce truc-là ongoing pendant toute la durée de vie du salarié. Alors aujourd'hui, on le fait 2 fois par an, une fois en décembre, une fois en juin. Mon ambition, c'est de le faire en continu. C'est-à-dire que dans chaque one-on-one, il y a une partie performance dans laquelle on va parler performance, ne serait-ce que pour se dire bravo Mathieu, franchement, j'ai rien à dire, c'est nickel. Ah, petit renforcement positif. Mathieu est content de l'entendre parce qu'il fait du bon boulot, puis ça lui fait du bien de le savoir. Et J'aime bien. Dis-le-moi. Son boss le lui dise. Voilà, super podcast Mathieu, continue comme ça. Et quand il y a un truc qui mérite qu'on l'adresse, justement, je voulais qu'on puisse se parler parce que la qualité des micros, ils sont un peu trop près du corps, on tape dessus tout le temps. Et donc je te fais un feedback, est-ce que tu penses que tu peux corriger ça, etc., etc. Et que ce soit quelque chose qu'on puisse faire en continu. Et
Et alors ça nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'itérations. On a essayé plein de trucs. On a un document chez nous qui s'appelle What Success Looks Like, qu'on donne aux gens qui arrivent. Donc, à quoi ressemble le succès dans ton job. Et ce document-là, voilà, je vais pas te mentir, il n'était pas parfait au début, il n'était pas forcément toujours mis à jour. Il y a des fois, on le re-regardait pas assez, donc on avait des conversations difficiles. La personne, elle avait oublié ce qui était dedans. Donc, mais ça, comme toute ambition, c'est mon ambition. C'est-à-dire que je rêve d'un monde où tout le monde sait pertinemment ce qu'il doit faire, ce qu'on attend de lui, ce qui doit être accompli. Et donc, les conversations difficiles ne sont jamais difficiles parce qu'il y a une transparence et une clarté totale sur le fait que le truc qu'on attend est venu ou est pas venu. C'est ça que j'aime, tu vois, c'est ça que je trouve vraiment bien dans ton discours, c'est que notamment chez les startups et les jeunes startups, il y a un peu cette confusion entre entreprise, famille, tu vois. La boîte, c'est le lieu pour t'épanouir, pour te faire des amis, tu dois être copain avec ton manager, et du coup, le jour où c'est terminé, où en fait, la personne n'est plus à sa place, qu'il faut la renvoyer, c'est le drame, tu vois, c'est le drame. Tous connu ça, moi, ma première boîte, c'était ça, tu vois. Tout le monde était super copain, on était dans les séminaires, on a l'impression que c'était le BDE, et en fait, le jour où il y a eu les premiers départs, ça a été le drame absolu dans l'entreprise, tu vois. Alors que le but d'une boîte, c'est quand même, pour moi, enfin, à la base, c'est quand même te faire grandir. Pour te faire grandir, il faut t'aider à performer. Donc, il faut créer un cadre pour ça. Il faut être très clair sur les attentes. C'est ce que tu proposes. Et il faut surtout... Il faut te pousser aussi. Il faut te pousser, quoi. Voilà, il faut te sortir de ta zone de confort, sinon tu grandis pas. Hein. On a plus besoin de respect que besoin de cajolerie ou de devenir pote, en fait, dans une entreprise. C'est un byproduct. Ça peut être là. J'ai toujours dit, on n'est pas une famille. Et je l'ai dit, je l'ai affirmé. C'est-à-dire, ici, vous n'êtes pas dans une famille, vous êtes dans une équipe de sport. Dans une famille, on ne choisit pas les membres de sa famille. On ne choisit pas ses oncles, ses tantes, on passe les dîners de Noël avec eux, écouter leurs conneries, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Par contre, dans une équipe de sport, on choisit qui joue arrière, qui joue ailier, qui joue avant, quoi. Parce qu'on prend le meilleur ailier, le meilleur arrière et le meilleur avant. Mais c'est pareil dans une entreprise. Donc, la logique famille dans une entreprise, elle est je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça. C'est extrêmement dangereux. Et un nid de vipères. Un nid à emmerde potentiel. Pour moi, si les gens qui nous écoutent ont encore le choix de changer leur approche et de dire non, on n'est pas une famille, on est une équipe de sport, une équipe athlétique, faites-le maintenant. Parce que ça ne va vous apporter que des ennuis que tout le monde chez vous pense que vous êtes une famille. Parce qu'effectivement, il y a un moment donné, il faudra se séparer d'un membre de la famille. Or, on ne se sépare pas d'un membre de sa famille. Ça n'existe pas. On le garde jusqu'au cimetière, quoi. Alors que dans une équipe de sport, si t'es plus le meilleur joueur, c'est la règle, en fait. Ouais, si t'es plus motivé, tu t'en vas. Il y a tout un tas de raisons. Si t'as une meilleure offre dans une meilleure équipe de sport qui te paye mieux parce qu'ils sont Ligue 1 et toi t'es Ligue 2, bah, il va partir. Enfin, et ça permet de relativiser. Imagine, t'es une famille, il y a quelqu'un qui a une offre à 30% de plus, donc il va quitter. T'imagines le niveau de trahison. Enfin, c'est horrible, c'est épouvantable. Tout le monde va se prendre un harakiri, quoi. C'est clair. Voilà, moi, des gens qui sont partis parce qu'ils ont eu des meilleures offres, j'en ai eu plein. Ouais. Ça me fait chier. Mais c'est pas grave. Comme on est une équipe de sport, on va trouver un autre joueur et on trouve toujours un autre joueur. Si c'était une famille, on serait torturé. J'aime bien la comparaison avec le sport en tout cas. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je trouve que l'entrepreneuriat, c'est quand même. Le sport est un bon exemple parce que il y a des ligues de niveau, tu vois. Tu peux faire du sport amateur, tu peux faire du sport semi-professionnel, tu peux faire du sport professionnel, tu peux faire du sport de haut niveau, tu vois. Et effectivement, par exemple, tu peux très bien... aujourd'hui, il y a un essor du freelancing qui est, je dirais, du sport professionnel, mais pas du sport de haut niveau, parce que tu vas faire ça... tu veux, par exemple, ne pas avoir d'équipe, tu vas faire de l'entrepreneuriat à une échelle qui est individuelle. Donc même si tu peux avoir beaucoup d'impact, je pense qu'aujourd'hui, grâce au code et aux médias, comme dirait Naval Ravikant, donc les règles du jeu sont encore un peu en train de changer grâce à l'IA et aux médias, mais quand même globalement, toi t'es rentré dans un game qui est le NBA game, c'est-à-dire t'es passé d'abord par l'étape, enfin d'abord pas tout de suite puisqu'on a eu 10 ans de galère, mais t'as voulu passer par l'étape levée de fonds, qui est en soi un exercice d'accélération, justement, donc de performance, d'aller plus loin. Donc tu as des investisseurs qui sont exigeants vis-à-vis du ROI que tu vas pouvoir leur offrir, etc. Donc comment t'as vécu la levée de fonds? Est-ce que tu peux nous en dire plus au niveau des chiffres d'ailleurs? Comment c'était? Par quel passage tu as été? Et puis voilà, quels intérêts tu vois et quels inconvénients tu vois? Attention, j'ai pas levé de fonds, moi. D'accord. J'ai fait du secondaire. T'as seulement fait du secondaire? Ouais. D'accord, c'est très intéressant. Alors vas-y, explique-nous. C'est pas la même chose. L'argent, il est chez moi.
et chez mon associé. Et Donc secondaire, c'est-à-dire tu as fait du cash out, c'est-à-dire tu as vendu tes j'ai parts vendu mes actions. à un investisseur Voilà, j'ai vendu un tout petit bout de mes actions. par opposition à ce qu'on appelle la levée de fonds, le cash in, On fait c'est-à-dire l'augmentation de capital. voilà, on met de l'argent dans la boîte La pour boîte, accélérer la boîte, elle a reçu 0. C'est pire que ça. D'accord. C'est même pire que ça. Parce que quand on a fait cette opération, il y a eu un fonds d'investissement qui faisait des obligations convertibles, qui a été contacté, et mon banquier d'affaires m'a dit, prends les obligations convertibles, faut prendre l'argent quand il est là, tu as moyen de prendre 2 millions, c'était 2,5 millions d'OC. Il y a 2,5 millions d'OC, ça vaut vraiment la peine, etc., etc. Et moi, j'avais déjà eu une expérience en 2016, on avait failli lever de l'argent avec Isaïe, et coup de bol, Isaïe a finalement dit non. Et moi, je commençais à être vraiment dans le doute de est-ce que c'est vraiment une bonne idée ce qu'on est en train de faire, parce qu'on n'avait pas besoin d'argent, on était profitable déjà. Et finalement, Isaïe a dit non. Et donc, je ne me suis pas dilué de 25% supplémentaires pour faire rentrer Isaïe. Et entre 2016 et 2019, j'ai rajouté 3,5 millions d'euros sur le compte en banque. Donc, les 2,5 millions d'Isaïe à l'époque auraient servi à rien, juste à m'enlever un quart de ma participation. Merci, petit Jésus, que le truc se soit terminé comme ça. Et donc, en 2019, j'étais pas très chaud non plus pour faire du cash-in, donc pour prendre de l'argent dans la boîte. Et mon banquier d'affaires poussait très fort. Je pense il prend 5% de ça, donc il avait un intérêt à le faire. Je l'aime beaucoup, hein, ceci étant, mais voilà. Oui, mais parfois les intérêts peuvent être désalignés. Voilà, là c'est le cas. Après, c'est ma décision. Je décide de le faire ou de ne pas le faire, hein. Je n'en veux à personne. Une fois que j'ai pris la décision, elle appartient qu'à moi, hein. Et ce qui s'est passé, c'est que 15 jours avant la levée de fonds, Twitter est devenu payant à l'époque. C'était gratuit, l'API Twitter, totalement gratuit. Et tout d'un coup, ils décident que maintenant, c'est 11 000 par mois. Alors, juste pour info, maintenant, c'est 42 hein, ou 50. Ça a beaucoup augmenté. Merci Monsieur Elon Musk. Et donc, je vois arriver cet événement et je fais « Ouh, putain, 11 000, 120 000 par an. » Ça fait beaucoup d'argent. À l'époque, c'était quand même pas mal de pognon pour nous. C'est du pur EBITDA qui s'en va, quoi. Et j'ai eu un petit frisson, et je me suis dit, c'est ça le truc qui fait que tu es peut-être content d'avoir encore plus d'argent à la banque, le petit Black Swan, l'événement imprédictible, etc. Et j'ai dit, bon, je prends les 2,5 millions d'obligations convertibles. Alors que la veille au soir, je ne les prenais pas. Twitter serait devenu payant 3 semaines plus tard, j'aurais jamais pris les 2,5 millions d'obligations convertibles. Et bien, tiens-toi bien, les 2,5 millions d'obligations convertibles, donc je ne m'en suis absolument pas servi, je n'y ai jamais touché, ils m'ont coûté 1,4 million de trésor. Parce qu'ils m'ont coûté 10% d'intérêt pendant 4 ans et 900 000 balles de pénalité quand je les ai remboursés plutôt que de les convertir en actions. J'ai préféré ne pas les convertir en actions. Pour moi, actionnaire, c'était une meilleure opération que l'entreprise rembourse et paye la pénalité. Et donc, j'ai payé la pénalité de 900 000 balles. Donc, ça m'a coûté 1,4 million. Donc, non seulement je n'ai pas fait de cash-in, mais j'ai fait mon investissement m'a coûté 1,4 million. C'est dingue. C'est dingue parce que tu t'es dit qu'en fait, la valeur de tes parts vaudrait plus cher que les 1,4 million que tu as remboursé en obligations. En fait, les obligations, c'est une dette, hein. C'est ça qu'il faut expliquer. Exactement. Et donc tu t'es dit, tu as fait le calcul de ton ambition et tu t'es dit, ça va le faire. Et aujourd'hui, c'est un calcul payant. Ah bah c'est clairement un calcul payant. Après aussi, c'est l'entreprise qui paye la pénalité et c'est pas les actionnaires. Et les actionnaires en bénéficient en n'étant pas dilués. Donc il y a aussi un effet ricochet. C'est pas les mêmes qui payent et qui bénéficient de ne pas souffrir de la dilution, quoi. Et alors, les 2,5 millions que tu as pris en perso, donc c'est-à-dire l'argent que tu as fait en cash out, c'était au même moment ou j'ai pas bien compris? Non, ça c'était en 2019, c'était 4 ans avant. D'accord. Ouais, c'est en 2023 qu'on a remboursé les OC. D'accord. Et donc en 2019, tu as fait une opération de cash out cette fois-ci, donc tu as vendu combien de pourcents de tes parts? J'avais 39, j'ai vendu 5, donc il me reste 34. D'accord. Tu as vendu 5% pour 2,5 millions. Ouais. C'est pas dégueu. Ce qui fait que ça fait 50 millions de valorisation à l'époque. Ouais, okay. Exactement. Et tu avais 39% des parts parce que ton associé avait de l'autre moitié, je suppose? Benoît avait un petit peu moins parce que j'avais beaucoup réinvesti dans la boîte, donc j'ai fini par avoir un petit peu plus d'actions. À l'époque, il devait en avoir 29, je pense. Mais donc à tous les deux, vous étiez largement majoritaire? 32 ou un petit peu plus de 30, quelque chose comme ça. On devait avoir 5 ou 6 points d'écart. Donc vous deviez avoir à deux au moins 70% du capital. À deux, on est toujours majoritaire. Oui. Et donc aujourd'hui, il a encore beaucoup de parts. Je crois qu'il en reste 21 de mémoire, un truc comme ça. Ah oui, d'accord, il lui reste 21% de parts, d'accord. Et toi, ça te gêne pas que quelqu'un, même qui est parti, même si c'est ton associé de longue date, ait encore une telle proportion du capital? Non.
Non, ça me gêne pas. C'est le fruit de 20 ans de sa vie, donc je trouve que c'est pas un problème. C'est faire, quoi. J'ai confiance en lui, il le mérite, il les a gagnés, il a suffisamment trimé pour ça, et comme moi, il s'est payé au lance-pierre pendant très longtemps. Non, je pense que ça aurait pas été, j'aurais pas eu la même réponse si on était beaucoup plus tôt dans l'histoire et qu'il restait encore énormément de choses à construire, ou un cofondateur est vraiment fait la différence. Voilà. Je pense qu'au stade où on en est aujourd'hui, ça fait plus autant la différence. On aurait un super CEO à ma place et on a un super CTO à sa place. On a suffisamment construit l'un et l'autre pour que ça continue sans nous, tu vois ce que je veux dire? Au début d'une histoire, chaud quand même, hein. Ben ou moi, on serait parti à 2 millions, 3 millions d'ARR. Je suis pas du tout sûr que ça aurait eu l'histoire que ça a eu, quoi. Donc je pense que l'indispensabilité du cofondateur, cofondatrice ou de la cofondatrice, elle est vraiment vraie les 10 premiers millions, et elle le devient de moins en moins au fil du temps. Après, ça reste un moteur et une énergie qui est probablement toujours mieux qu'un salarié, qu'un un dirigeant salarié, je pense. On dit d'ailleurs que les boîtes qui gardent leurs fondateurs longtemps sont les boîtes qui performent mieux, parce qu'il y a il y a un niveau de passion et d'envie que ça marche qui est probablement plus élevé et plus built-in dans la personne. Mais avec la stabilité, du succès, de la réussite, on devient de moins en moins indispensable. Oui, après, le rôle du fondateur, il y a aussi plein de boîtes qui patinent à cause de CEO qui passent pas la main, tu vois. Aussi, Parce ouais. que parce qu'il faut être capable de se réinventer. Ouais. Il y a des patrons de boîtes qui sont incapables d'être des managers, en fait. Parce que toi, ton job, c'est du management quand même, hein. C'est 200 salariés, un board, des C-level de bon niveau, puis effectivement juste des dizaines de personnes qui travaillent. Donc c'est un job de manager. Il faut être capable de se réinventer. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont très bons pour le 0 to 1 ou le 1 à 10, mais pas du tout la phase d'après, quoi. Ouais. Alors que toi, c'est marrant, enfin, peut-être même que ton histoire raconte que t'es meilleur en scale que en lancement, tu vois. Alors, je suis pas sûr. Ah ouais? Ouais, je pense que j'étais bon. J'étais bon. Je faisais le support, je faisais le marketing, je faisais. Bon, j'étais pas bon en compta et en déclaration de TVA, mais je les ai faites aussi. Mais je pense qu'en marketing, en relation avec les influenceurs, donc en relations publiques, je pense que là, j'étais quand même vachement bon. Hmm. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on est passé de 0 à 1, quoi. J'ai écrit un nombre de blog posts à 1h du mat dans ma cuisine parce qu'il venait de se passer un truc et j'ai fait du newsjacking dessus, et le lendemain, notre blog post, il faisait déjà 20 000 visiteurs par jour. Enfin, j'ai vraiment fait des trucs qui, à l'époque, aujourd'hui, ça marcherait plus parce qu'aujourd'hui, le contenu, c'est devenu compliqué, notamment avec l'IA et le volume de contenu qu'il y a. Mais en 2012, 11, 12, 13, on faisait des cartons avec des blogs quand ils étaient au bon moment, sur le bon sujet et bien placés, en backlink, en SEO, en machin. Donc, non, non, je pense que j'étais un bon contributeur individuel. Et d'ailleurs, le passage de cette contribution individuelle au rôle de leadership est pas évident, parce que et c'est le truc qui a saoulé Ben, par exemple. Ben, ça l'a emmerdé, il avait pas envie. Et moi, je me suis dit, faut que je crante ce truc, faut que j'apprenne ce truc. Mais tu prends du plaisir aujourd'hui. Maintenant, j'y prends du plaisir, mais ça a pris du temps, ça n'a pas été immédiat. Et qu'est-ce que tu trouves comme plaisir? Et est-ce que parce que le job de 0 to 1, normalement, il est éreintant parce qu'il faut être fourré au moulin, tu Ouais, vois. ouais. Donc aujourd'hui, Oui, mais tu as une énorme satisfaction. C'est la satisfaction de c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors que là, toi, tu fais faire. C'est moi qui ai fait le blog post, c'est moi qui ai tenu ce stand sur cette conférence. C'est moi qui ai obtenu les bonnes grâces de cet influenceur qui a tweeté sur nous et fait un post ou un blog post et dans lequel il nous mentionne, et ça nous a fait 150 free trials sur la journée d'hier. Voilà, quand tu es le contributeur individuel d'un truc, tu as je pense que c'est ça que Ben adore. C'est moi qui ai fait le produit, c'est moi qui l'ai construit, tu vois. Et ça, c'est de la drogue. C'est de l'héroïne, quoi. C'est même pas de la coke. Ouais. C'est hyper addictif d'avoir ce feeling de oh, c'est moi qui l'ai fait, ça marche, et c'est du succès. Donc je suis successful. Je pense que c'est comme les artistes, tu vois. Ma chanson a marché. Se départir, arriver à se dire j'accepte de ne plus ressentir ce truc-là du tout, parce que je ne le ressentirai plus quand je serai passé en mode maintenant c'est mon équipe qui doit ressentir ça, et moi je dois tout faire pour qu'ils ressentent ça. Et moi je l'aurai plus, mais je l'aurai par Procuration. ricochet, par procuration. Et ben ressentir du plaisir par procuration, ça prend du temps.
de s'y coller et d'y arriver. Ça quoi. s'appelle le voyeurisme dans le... Voilà, on pourrait avoir une autre conversation sur un autre Oui, sujet. voilà, le prochain épisode. Mais c'est vachement dur. Ça, c'est vachement difficile. Et c'est un challenge pour tous les fondateurs qui ont été les mains dans le cambouis, qui ont construit leur boîte de rien, et spécialement les fondateurs bootstrap, donc qui n'ont pas levé des fortunes, donc qui sont restés longtemps dans ce mode où c'est eux qui construisent. C'est un challenge pour tout cela. Donc il faut en être conscient. Il faut se dire qu'à un moment donné, il va falloir dépasser ce truc-là pour pouvoir construire l'entreprise qui va cranter l'étape d'après, avec toi qui ne ressens plus cette dopamine de l'accomplissement personnel, quoi. Et ce serait quoi ton rêve là, sur les 5 ou 10 prochaines années d'Agorapulse? Qu'est-ce que tu rêves encore d'accomplir? Alors là, on a des challenges de dingue tout le temps, donc c'est de cranter ces challenges. On a un challenge de monter up market et d'aller chercher des concurrents qui sont beaucoup plus haut de gamme que nous pour vendre à des clients beaucoup plus haut de gamme. Voilà, la semaine dernière, on a signé Alibaba. Grosse fierté, l'équipe ravie, emballée. Ouais, j'ai envie qu'on signe un Alibaba toutes les semaines, tu vois. Et donc quand on fera ça et qu'on le fera à l'échelle avec les équipes revenues qui permettent de faire ça et de le faire bien, et avec le produit qui convainc toutes ces marques-là de venir chez nous plutôt que chez les autres. Voilà, là on a encore 3 ans de boulot entre 2 et 3 ans de boulot avant d'en être là. C'est un vrai challenge. Après, on a acheté notre première boîte hier. J'aimerais bien acheter la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis créer quelque chose de beaucoup plus gros avec l'adjonction d'activités connexes et complémentaires. Voilà, il y a encore plein de trucs super drôles et instructifs. On va apprendre plein de trucs. On va se prendre les pieds dans le tapis 150 fois avec cette première acquise, c'est à peu près garanti. J'ai déjà dit à mon équipe, soyons prévenus, ça va être beaucoup plus dur que ce qu'on peut imaginer, ça va prendre beaucoup plus de temps et on va avoir beaucoup plus d'emmerdes et d'échecs que ce qu'on pourrait imaginer. Maintenant qu'on le sait, on aura pu être déçus. Et donc, du coup, tu as acheté quelle boîte et à quel prix et comment? J'ai acheté une entreprise qui s'appelle Mention, qui est une société française qui existe depuis pratiquement aussi longtemps que nous. C'était Mathieu Vaxeler qui était le CEO de Mention pendant très longtemps, qui est un bon copain. Il a revendu à un groupe suédois, norvégien, une entreprise suédoise détenue par des Norvégiens, un fonds familial norvégien en 2018, qui en a fait absolument n'importe quoi et qui a complètement... ils n'ont pas tué, parce que c'est toujours là, mais ils n'ont vraiment pas aidé cette boîte. Donc elle a stagné, elle a brûlé beaucoup d'argent. C'est une boîte qui était très 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 déficitaire, même 10 ans après sa création, ce qui est totalement inconcevable et incohérent. Et voilà, moi je leur parlais depuis 2 ans parce que leur activité est la nôtre. Nous, on gère la présence sur les réseaux sociaux de tes propres pages, comptes, etc., etc. Et eux, ils gèrent ce que les gens disent de toi ailleurs. Donc sur le web, sur Reddit, sur les forums, etc., etc. Donc c'est très complémentaire. Et ça faisait longtemps que ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Au début, ils voulaient pas se vendre. Les Suédois, ils voulaient pas vendre. Après, ils ont dit OK, on va vendre. Donc ils ont lancé un process avec une banque d'affaires. Quand j'ai vu l'état financier dans lequel était l'entreprise, qui perdait à l'époque 300 000 euros par mois. Puis après un plan social et une réorg 140, 120, 140. J'ai dit, je suis désolé, mais... Je vais attendre que ça plante vraiment. Je vais pas me mettre à poil et sans filet alors que je ne le suis plus, hein, en me créant une pression de dingue avec un saignement d'argent tous les mois. J'ai construit mon histoire entrepreneuriale pour ne plus être sans filet, donc je n'y retourne pas, quoi. Donc non, désolé, je fais pas d'offre. Et ils sont revenus, ça c'était mars-avril 2024. Septembre 2024, ils sont revenus vers moi. Ils m'ont dit, bon, est-ce que vous le reprendriez pour 1 euro? Parce qu'avant, ils disaient, non, si c'est pour faire une offre à 1 million, c'est pas la peine. Déjà 1 million, c'est beaucoup. Donc on va pas faire d'offre. Et donc ils reviennent vers moi en septembre. Ils me disent, est-ce que vous prendriez pour 1 euro? Alors je leur ai dit, 1 euro, il faut qu'on regarde. À l'époque, on a regardé. Et même pour 1 euro, il y avait des passifs dans la boîte qui étaient très très compliqué à gérer. J'ai dit, ces passifs-là, ils sont trop lourds pour moi, donc non. Par contre... C'est quoi un exemple de passif? Un procès, par exemple.
d'un organisme qui défend le copyright des médias français et qui leur demandait 4 millions d'euros d'arriérés, de droits qu'ils auraient dû payer parce qu'ils faisaient pas les choses correctement. Alors évidemment, maintenant, ils font les choses correctement. Et nous, on a fait les choses correctement dès le début, parce qu'on savait que ce truc-là existait. Mais comme eux se sont lancés avant que cet organisme existe, ils sont restés... Heureusement que tu l'as vu. Hein. Ouais, alors c'est un copain qui bossait chez Talkwalker qui m'avait informé Regardez, de quoi. l'existence de ce truc-là. Je dis, ouh là, faut que je m'intéresse à ce nouveau marché que je ne connais pas et que j'apprenne ce truc-là. Et donc, j'aurais dit, non, désolé, même pour 1 euro, c'est trop dangereux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... on appelle ça un pré-pack session, c'est-à-dire qu'on prépare une session, on va la présenter au tribunal de commerce. Il y a une petite publicité, donc il y a d'autres candidats qui peuvent quand même venir. Il y a 5 ou 6 autres candidats qui sont venus voir l'entreprise entre novembre et fin février. Mais il n'y en a aucun qui s'est maintenu. C'est-à-dire qu'on est les seuls qui avons maintenu notre offre. Et donc on a fait une offre où on reprenait un certain nombre de salariés, on payait un certain prix, et on reprenait un certain nombre de contrats d'actifs, etc. En fait, c'est un rachat d'actifs. C'est pas tu rachètes pas la SAS de Mention, tu rachètes le fonds de commerce, les salariés, etc., les contrats, etc., etc. Donc ça te coûte combien l'opération au total? 60 000 euros. Attends, 60 000 euros incluant du coup le... Non, ça n'inclut pas évidemment le coût des salaires que tu vas continuer à payer. Oui, après il y a les charges. Voilà, Il voilà, va falloir que je les assume, c'est Mais sûr. c'est le rachat du fonds de commerce, le rachat des actifs, de la tech, etc. Ouais. 60 000 euros. Exactement. Mais par contre, il n'y a plus le procès. Enfin, il a été gagné, je suppose. Non, bah, il va partir à la poubelle, parce qu'il va partir avec le mandataire liquidateur et Ah oui, la d'accord. SAS qui est liquidée. Donc, t'es tranquille. Ouais. Et t'as repris puis, combien de salariés? on a repris 14 en France et 4 aux US, donc 18 en tout. 18 salariés quand même. Ouais, Ok. sur de mémoire 22 ou 24, donc 23, on a repris. Il n'y en a que 4 ou 5 qu'on n'a pas repris. On a repris quand même beaucoup de monde. Ouais. Ah oui, d'accord. Et donc, et comment tu sens l'intégration de ces gens-là? Parce que c'est vrai que on peut toujours se dire, enfin, tu vois, c'est un peu, ça pourrait être un mariage forcé, hein, une acquisition. Donc, Je pense qu'eux, aujourd'hui, il y en a un certain nombre d'entre eux qui savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés, qui sont un peu inquiets. Et je pense même qu'avant qu'on commence à leur parler, qu'on commence à les voir, qu'ils commencent à nous connaître un peu, il y avait sûrement une défiance énorme, non? Ouais, ils vont tuer la marque, ils vont tuer la boîte, ils vont tuer le produit. C'est voilà, et on va être fusionné là-dedans, on va disparaître, etc., etc. Très certainement. Euh, Moi, ce que je vois là-dessus, c'est qu'effectivement, il faut qu'on soit bon pour leur dire, on veut pas tuer du tout rien, on veut faire des choses intelligentes et logiques, on va vous en parler, on va voir ça, on va voir ça avec vous, on veut vous soyez partie prenante dans les décisions qu'on va prendre, c'est-à-dire que ce soit des décisions qui soient bonnes aussi pour vous en tant que personne qui avez bossé sur ce projet. Euh, c'est une belle marque, c'est une belle boîte. Elle avait juste un business model à côté de la plaque. On va repenser le business model ensemble. On va vous l'expliquer. Il n'y avait pas une grande culture de la transparence. Donc ils étaient informés de très peu de choses. Il y a des salariés qu'on a vus depuis, parce qu'on a dans le process de reprise, tu vois les salariés, tu leur parles beaucoup. Et je leur ai appris plus de trucs en 2 meetings de 30 minutes qu'ils n'en avaient appris depuis 2 ans de leurs dirigeants, qui étaient des CEO par intérim, que les Suédois avaient mis là pour essayer de faire la vente d'abord, puis ensuite faire le pré-pack session. C'est normal. On parlait tout à l'heure, les fondateurs versus les CEO salariés. Ben là, dans le CEO intérim, tu es dans le top du CEO salarié qui est juste là pour 6 mois, il fait son taf et il s'en va. Donc, aller créer une culture, des valeurs, c'est pas le sujet, quoi. Ouais, Tu c'est vois. clair. Le C'est sujet, étonnant même que les gens soient restés. Hein. Ouais. Bah ouais, c'est très étonnant qu'ils soient restés. Ça te montre la résilience des êtres humains. Il y en a beaucoup qui sont partis. Hein. Il y a eu une quantité de démissions depuis le mois de septembre-octobre qui était hallucinante. Et comment, je te pose une question un peu progue, mais comment tu es sûr que ceux qui sont restés, c'est pas justement un peu les seconds couteaux, tu vois? Bon, d'abord, tu leur as parlé, et donc tu sais que c'est des gens dont tu as besoin. Donc là-dessus, t'as fait ton audit, quoi. Tu as fait tes validations. Et après, je crois vraiment, il y a des gens qui veulent une carrière, qui ont une ambition, et donc qui y vont, quoi, qui répondent aux offres, qui vont chercher des opportunités, etc., etc. Et il y a des gens qui ont moins ça dans le sang, et tant qu'on les pousse pas dehors, bah, ils attendent de voir. Alors, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il y a un point où ce n'est plus supportable pour personne. Mais typiquement, j'ai moi dans mon équipe, enfin dans nos équipes au marketing,
une personne à qui je pense en particulier là, qui a été brinque-ballé dans 3-4 jobs différents, pas de sa faute du tout, dans lequel il n'était pas du tout successful, pas de sa faute du tout, ça n'avait pas été bien défini, on l'avait pas mis au bon endroit, on l'avait mis dans les endroits où il pouvait pas réussir, enfin, et il est toujours là. Et je te jure, moi, à sa place, je serais parti depuis longtemps, parce que j'aurais dit, mais ils sont cons, quoi. Pourquoi ils font ça, tu vois? Je vais aller chercher une boîte dans laquelle je suis au bon endroit, je fais les bons trucs, et j'ai du succès. Et lui, il est resté là. Il est juste différent de moi. Il est capable d'endurer plus longtemps un truc pas cool et difficile que moi, je n'aurais pas été capable d'endurer. Et je pense qu'il aime bien la boîte, il aime bien la culture, il aime bien les valeurs, il aime bien là où on veut aller, donc il s'accroche aussi. Je pense que les gens qui sont accrochés à Mention aiment bien l'image, aiment bien le truc qu'ils ont construit. Ils sont aussi là, ils sont aussi restés là pour ça. Et ils ont moins ce moteur de fuck, je vais aller voir ailleurs parce que là ils m'ont épuisé, quoi. Voilà. Et heureusement que tout le monde n'est pas entrepreneur, parce que il faut bien qu'il y ait des gens qui soient salariés pour bosser avec eux. Non, Donc tout c'est le monde est bien fait pour qu'il y ait plein de personnalités. Heureusement qu'on aspire tous à des choses différentes. Évidemment. Pour conclure ce podcast, mon cher Aymeric, à qui tu aimerais dire merci en premier? À qui j'aimerais dire merci en premier? Sur toute cette aventure, tu vois. Sur toute cette aventure, je pense que c'est hyper bateau à la con, mais je pense que le rôle de mes parents entre là où ils m'ont fait naître, les valeurs qu'ils m'ont inculquées, la manière dont ils m'ont élevé, c'est probablement ceux qui m'ont donné. Alors, il y a l'inné qui est quand même bien violent chez moi, hein. Je suis très très différent de mes 3 frères et sœurs. Aucun d'entre eux aurait pu faire ce que j'ai fait. Donc l'ADN est quand même ultra déterminant. Mais ils ont rajouté cette couche au-dessus de l'ADN. La manière dont j'ai créé la culture de la boîte, défini à 3 reprises les valeurs de la boîte, dont je les véhicule, dont je les transmets, dont j'en parle, etc., etc. Ça, c'est l'éducation. C'est pas l'inné, c'est pas l'ADN, c'est la manière dont j'ai été élevé, quoi. Donc voilà, donc il y a eu à la fois des choses un petit peu hasard, le lieu de naissance, dont je leur suis hautement reconnaissant parce que à part pour les impôts, mais voilà, sinon... à part pour les impôts, ouais, et qui m'a emmené à des endroits incroyables, et je pense que j'y serais pas allé si j'avais pas eu ce petit machin un peu différent des autres. Des choses liées aux valeurs personnelles, aux valeurs fondamentales. Tu vois, ce truc de je ne peux pas avoir une conversation difficile sans être droit dans mes bottes et sans être sûr que j'ai été faire. J'ai tout exprimé, je leur ai tout dit, il y a pas de surprise, etc., etc. Ce truc-là, c'est un truc d'éducation, quoi. Je C'est pense. tes parents, quoi. Ouais, ouais, je pense, ouais. Bon, ben on les embrasse. Où qu'ils Ouais. soient, on les embrasse. Merci, Aymeric, pour ce moment. Je t'en prie, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de À poil et sans filet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix parce que ça nous aide énormément à faire grandir le format. Il est retrouvable sur Deezer, sur Apple, sur Spotify, sur YouTube en vidéo si vous avez envie aussi. Donc n'hésitez pas à partager, à nous mettre 5 sur 5, ça nous aide. Et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode.